Bonjour à tous. Bonjour à tous, comment Voilà. ça va toi? Ça va très bien. Alors De retour dans le monde de Billy Wilder Ah, pour ça cette fait plaisir. partie 2. Ouais. On invite tout le monde qui découvrait cette vidéo de voir la une, parce Ah. qu'on l'a faite. C'est toujours mieux de voir la une quand un deuxième épisode est sorti, oui, c'est sûr. Voilà, oui, c'est sûr. C'est plus logique. Vous prenez pas un livre page 40, quoi. Souvent, Ouais, vous voilà. lisez les 40 premières ça pages. serait un Ouais. peu dommage, quoi. Donc ouais, on rappelle la première partie sur Billy Wilder. Elle couvrait donc évidemment la première partie de sa filmographie. On a fait les Hein, choses de dans- manière logique. Ouais. De manière logique, C'est ça. et on s'était arrêté à la fin des années 40 ou en 1950 Sunset Boulevard. avec le film Sunset Boulevard, Boulevard du Crépuscule, chef-d'œuvre absolu, qui a complètement assis son succès. Tout à fait. Euh, Et sa légende. et sa légende. Et donc, On va s'attaquer à la suite. s'attaquer à la suite. Et la suite, donc on va se concentrer sur la décennie des années 50. Ouais, On voilà. s'arrête pour le dernier film, c'est 59. 59. Donc on va faire du premier qui sera Le Gouffre Chimère jusqu'à Certains L'aiment chaud. Certains l'aiment chaud, que voici Voilà. en 4K Et on magnifique. se garde la Garçonnière pour la troisième partie, Troisième histoire partie. d'avoir un chef-d'œuvre aussi dans la troisième partie. Exactement, voilà, on ne verra pas, je ne sais pas si ça va tenir. Oui, on verra bien. Voilà, ça tient. Donc, Voilà. on va parler de ce chef-d'œuvre absolu du 7e art et du cinématographe, qui est donc Ace in the Hole, Ouais. le gouffre aux chimères, Le Gouffre Chimère, Voilà. 1951. 1951. Vas-y, on va pitcher le film d'abord. Bah vas-y, je t'en prie. Ok, parce que je l'ai vu ce matin, donc ça va, je suis plutôt frais. Ok. Écoute, on suit Tanoum. Alors je sais plus c'est quoi son nom. Son nom, c'est toujours le problème. J'ai vraiment un problème avec les Bah noms. appelle-le Kirk Douglas, ce sera plus simple. C'est vrai Le que c'est journaliste Kirk Douglas. Chuck Tatum. Chuck Tatum. Chuck Tatum, qui est donc journaliste, qui est à Albuquerque en Nouveau-Mexique. Ouais. On comprend que c'est un journaliste qui a écumé plusieurs grandes rédactions, qui s'est retrouvé à chaque fois se faire virer pour diverses raisons. Et il se retrouve dans un journal un peu minable d'Albuquerque. Et le mec a allé dans longue. Et on l'envoie filmer, refaire un reportage sur une chasse aux serpents à sonnette dans la Pampa. Mhm. Et sur le chemin, il se retrouve à aller dans une grotte, sous une montagne, où il y a un homme. C'est ça. Il entend parler d'un événement un peu dramatique qui Exactement. est en fait l'histoire de ce pauvre homme qui s'est retrouvé coincé sous une montagne en plein désert. Et donc, toute l'idée du film, c'est d'exploiter cet événement dramatique à des fins personnelles et capitalistes pour en fait exploiter l'événement. Pour faire la meilleure pour histoire faire- possible, pour vendre le plus de journaux, Voilà, c'est ça. et même pour devenir le journaliste le plus en vogue du moment, parce qu'il a C'est l'histoire. Voilà. Donc c'est un film. Là, il s'appelle Ace in the Hole. Le premier titre, c'était The Great Carnival, ou The Big Carnival. Ouais, ouais. Donc tout à il a changé de titre parce qu'il est sorti sous le nom de Big Carnival, je crois. Mhm. En français, c'est donc Le Gouffre Chimère. Voilà, donc c'est un film. Je pense que c'est le film le plus noir, le plus dur, Le franchement, plus désespéré, le plus cynique peut-être Ah ouais. de Billy Wilder. il est ouais. chaud. Hein. Moi, franchement, ce matin, j'ai pris une dose. Hein. J'avais oublié à quel point il était dur. Moi, c'est mon préféré. Hein. Voilà, si je devais élire mon film de Billy Wilder, ce serait celui-là. Je trouve que le film est ultra pertinent, ultra clairvoyant et visionnaire sur ce qu'est le monde médiatique et sur ce que va devenir le monde médiatique, et sur le fait de vraiment d'exploiter la vérité, une tragédie ou des événements dramatiques à des fins purement mercantiles ou histoire de vendre du papier, quoi, histoire de faire du sensationnalisme. Et aussi, c'est un film qui dépeint très très bien la nature humaine et le voyeurisme absolu. Morbide Voilà, exactement. Ouais, totalement. Donc le scénario est parfait, les dialogues sont mortels. Moi, il y a un dialogue que j'adore qui est vers le début du film, où tu as Kirk Douglas qui discute avec son assistant, quoi, en bagnole, et qui lui dit Good news is no news, because bad news is good news. Voilà, un truc comme ça. Et c'est tellement vrai, parce que oui, effectivement, les bonnes nouvelles, tout le monde s'en branle. Alors que les mauvaises nouvelles, on est tous là, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Tout de suite, ça attire le chaland. Et donc, je trouve qu'en 2 lignes de dialogue, il résume un propos extrêmement juste. Et donc, Kirk Douglas, il est juste formidable, parce que c'est un personnage horrible, mais
il le joue, enfin comment te dire, Kirk Douglas y apporte une telle spontanéité, ouais. une authenticité, tu sens pas qu'il force quoi. Ouais, et puis même enfin voilà, avec tout le charisme Ouais. qu'il caractérise, que tu as envie de le suivre jusqu'au bout, enfin c'est vraiment Et le truc c'est qu'il a ses raisons, enfin tu sais c'est ça qui est, oui. c'est que c'est un personnage fondamentalement immoral, Mm. mais tu vois très bien pourquoi il fait ça et ça te paraît, tu te dis ouais bon ok je ferai pas, enfin, j'espère ne pas être comme lui, mais tu te dis plus ça que genre il est méchant, enfin, tu vois, c'est plus vraiment Oui. un truc de bon bah ouais il veut aller jusqu'au bout de, voilà. parce qu'il veut je crois le prix Pulitzer Ouais, ou je sais pas quoi, voilà, ça veut hein. devenir le reporter qui déchire Ouais. quoi. Parce que ce qu'on n'a pas trop expliqué, c'est que le principe c'est que en fait il va par cette histoire de mec bloqué dans une grotte, en fait il va instrumentaliser l'affaire, il va faire miroiter au shérif le fait que en suivant cette affaire pendant plusieurs jours, il va pouvoir médiatiser le shérif. Mais tu sais, aux États-Unis, les shérifs ils sont élus. Donc c'est un truc de vote, donc le shérif il se dit ah bah j'ai à gagner dans l'affaire. La femme du gars, elle C'est voit vrai. que d'un coup les gens vont venir pour assister à ce truc de grotte, enfin être dans le coin, et donc vont acheter des trucs dans Oui, leur comme espèce un- de diner Parce pourri que qui est c'est juste ça, devant. parce qu'en fait, ça devient une sorte de spectacle régional, quoi, cet événement dramatique. Et enfin, c'est pour ça que ça devait s'appeler The Big Carnival, Exactement, parce que ça devient une fête foraine. Hein. ça Enfin, il y a devient une fête roue, voilà, exactement. Ouais. Et je crois que c'est depuis ce film, à vérifier, mais je crois que c'est depuis ce film qu'on parle de le cirque cirque médiatique. médiatique. Ouais, Voilà, ouais. cirque médiatique, cette expression. Parce qu'il le est-ce- dit à la fin, le circus is over. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, et parce qu'on assiste vraiment à ça, quoi, un cirque médiatique. Et Et tu vois, il y a même pour terminer, en fait, c'est qu'il va avoir le choix à un moment de dire on peut sortir le mec en 15 Ouais. heures, bien sûr, et il va proposer une solution qui est absurde, qui prend 7 jours exprès, et en pour fait faire durer. il va réussir à impliquer tous les gens dans l'affaire parce qu'ils ont tous quelque chose à y gagner. Voilà, d'être sous le fait que cette histoire va durer et que lui va écrire l'histoire qu'il veut. C'est-à-dire qu'il va faire passer le shérif pour un héros, il va faire passer la femme pour une veuve éplorée, enfin pour une femme. Et en fait, il va dépeindre les gens dans les journaux comme ils ne le sont pas vraiment pour à chaque fois en tirer un avantage. Et donc, bah, tout le monde va jouer le jeu, mais avec les conséquences que. Au fur et à mesure de l'avancée, il y a les remords qui vont arriver, il y a les personnalités qui vont être travaillées par ce qu'ils font, parce que mine de rien, il y a quand même une vie sous cette montagne que le mec, à un moment, bah, ça peut devenir compliqué pour lui, quoi, à force d'être sous ce rocher. Et en fait, ce qui est vachement intéressant aussi dans ce film, c'est le parcours du personnage de Kirk Douglas, qui donc démarre comme quelqu'un effectivement de très cynique, de très opportuniste, et qui pense d'abord à ses propres intérêts, et qui montre une certaine façade de lui-même, mais pour mieux arriver à ses fins. Et en fait, au fur et à mesure des personnages au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte qu'il rencontre des personnages qui sont un peu comme lui, quoi. Ah ouais, Qui sont totalement cyniques. La femme du mec qui est coincée, le shérif, parce qu'effectivement, bah, comme ça fait venir plein de monde, bah, ça fait de la thune, elle peut vendre, enfin son diner, il est soudainement envahi de clients, donc elle n'a aucune pensée, c'est horrible, elle n'a aucune pensée pour son mari qui est coincé. Elle pense qu'à se barrer même. Elle est prête à partir dans un bus et tout. Enfin bon, c'est vraiment, ah oui, de toute façon c'est un film ultra noir. Bon alors il avait fait Assurance sur la mort. Hein. Ouais, mais là c'est vrai que c'est un niveau supplémentaire parce que c'est quasi plus vrai, je trouve. Il y a un truc où ça, parce qu'en plus il nous implique. Enfin, tu vois, Assurance sur la mort, c'est une histoire de crime entre deux personnes, une femme fatale et tout. Ouais. Là, c'est un truc où on a tous l'impression de faire partie de ce cirque, parce que d'ailleurs il y a une famille qui arrive très très tôt dans l'histoire, qui va être en fait, qui passait par là, qui a entendu qu'il y avait un gars sous cette montagne, qui décide de se poser à côté avec leur caravane pour attendre de voir la sortie. Et en fait, eux, ils représentent le public qui a une fascination morbide pour ces sales affaires, pour ces faits divers, pour ces trucs. Et finalement, c'est un peu nous qui regardons le film et qui avons ce rapport-là aux infos. Et cette famille, elle va être là tout le long et on va la voir arriver, consommer, être là, à essayer de se faire mousser en disant qu'ils ont été les premiers à être là, assister à l'opération de sauvetage et tout ça, pour au final déguerpir le plus vite possible une fois que le truc est fini. Et hop, quoi, tout disparaît d'un coup, alors que il y a une vie humaine au milieu de tout ça dont tout le monde finit par se foutre, quoi. C'est-à-dire que la vie du gars, tout le monde pense que c'est, tout le monde sous couvert je veux dire, d'avoir une attention pour le gars s'appelle Léo, le mec qui est sous la montagne, sous couvert de vouloir sauver Léo, en fait. Personne ne s'intéresse fondamentalement à ça. Tout le monde est là pour un spectacle, pour l'argent. Exactement, parce qu'il faut payer l'entrée. L'entrée, elle passe de gratuite à 25 cents, à 50 cents, à $1. Non, mais voilà, c'est aussi une grosse critique sur le capitalisme. Alors, c'est aussi peut-être pour ça que le film n'a pas très bien marché aux États-Unis quand c'est sorti. Je pense qu'il le dit, Wilder, il dit que c'est un de ses films préférés de sa filmo.
Mais il dit clairement, le public, il était pas prêt pour se prendre quelque chose d'aussi honnête et sans illusion dans la gueule, je pense. Ouais. Et en plus, ils étaient dans une période un peu McCarthyisme, guerre froide, où les Américains, ils avaient besoin qu'on leur dise que c'était les meilleurs. Et je pense que là, d'avoir un film où on met à ce point-là la bassesse humaine en exergue de manière vraiment... le contexte est hyper bien foutu pour faire travailler ce ressentiment qu'on a tous. Et je pense qu'en effet, ça fait partie de ces films qu'on bidait parce qu'il est trop violent pour le public, quoi. Il y a un truc horrible qui vraiment te touche. Et nous, je trouve ça qui est... Enfin, moi, ce qui me flingue, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore au-delà d'être d'actualité. C'est-à-dire que quand on est rentré dans l'ère des chaînes d'infos en continu, dans l'ère... Enfin, vraiment, on est... pire que ce qui, enfin on a dépassé ce qui dépeint tout en restant en ayant le même cynisme et le même penchant pour le même penchant pour le voyeurisme, etc. Ah ouais. Et non mais c'est pour ça que ce film de 1951 il est d'une acuité et d'une véracité et d'une pertinence redoutable sur le propos qui veut avancer. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un chef-d'œuvre, mais absolu en termes de tout, quoi. Voilà, comme je disais, hein, scénario, acting, même la musique, elle est superbe. La mise en scène, alors c'est ce qu'on disait, c'est marrant, un petit peu en off, on disait voilà, c'était pas si évident que ça. Je vais pas réussir à le faire tenir. C'est pas si évident que ça de parler de la mise en scène de Billy Wilder parce qu'il a pas forcément une signature visuelle très marquante ou enfin très identifiable, où il n'a pas un esthétisme tu vois, bien calibré. Donc mais ce qu'on peut dire sur la mise en scène de Billy Wilder, c'est qu'il y a toujours une forme d'ingéniosité et d'efficacité pour caractériser les choses. Et par exemple le film démarre, je crois que c'est le tout premier plan sur Kirk Douglas qui est dans une voiture. Le film est en plan, enfin le plan est assez serré sur lui, il est dans sa bagnole. Non, c'est l'inverse, j'avais vu ce matin. En fait, on commence sur la dépanneuse et on découvre et après on découvre. Alors OK, d'accord. Mais en tout cas, à travers juste ce premier plan de film, on a compris à qui on avait affaire comme personnage. À une sorte de roublard, à une sorte de mec qui se laisse, qui se fait emmener au journal. Enfin, tu vois, parce qu'il aurait pu filmer ce personnage, arriver sur le trottoir, en train de marcher ou avec sa propre bagnole, se garer et rentrer dans le journal. Non, et le mec se fait transporter, quoi. Par une dépanneuse. Voilà. Ouais, truc improbable. Donc ce n'est même pas sa voiture. Ouais. C'est sa voiture. C'est sa voiture ? Ouais, qui a crevé les pneus, il dit. Ah, ok, d'accord. Ouais. Mais bon, il y a un côté où il est détendu, il lit son journal à l'arrière du truc. Enfin, de toute façon, l'intro, elle est extraordinaire. Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est sa voiture ? Ouais, il le dit après. Il dit j'ai crevé des pneus sur la route. Enfin, il y a un truc ok, d'accord. Peut-être que c'est pas sa voiture, mais en tout cas, il précise qu'il a eu une galère de bagnole et tout ça. Ouais, parce que vu comment le mec est. Bah, après, on le revoit plus jamais avec cette bagnole. Pour le coup, donc ça se trouve. En effet, peut-être. Mais moi, au début, il y a une réplique que j'adore où il dit. Je vous trouverai des news quoi qu'il arrive, et même s'il n'y en a pas, j'irai mordre quelqu'un pour créer une info. Pour créer de l'info. Et en fait, c'est ce qu'il va faire aussi. Il va générer de l'info, une narration. Totalement. Moi, c'est un des films qui m'a le plus inspiré sur. Je trouve qu'il y a vraiment une dimension qui l'opère sur ce rapport au journalisme qui est fascinant et que j'ai envie de pouvoir creuser plus tard. Parce que je pense qu'il y a encore des choses à dire dessus assez fortes, surtout aujourd'hui. Et il y a eu un semi-remake, je sais pas si tu l'as vu. Non, vas-y, espagnol de Alex de la Iglesia, qui s'appelle La Chupa de la Vida, je crois, un truc comme ça. Ouais. Sur un mec qui se fait empaler dans une fouille archéologique, je crois. Ouais. Bon, je l'ai pas vu, donc je vais pas faire comme si. Je sais juste que c'est, et ça reprend le principe du mec qui est empalé quelque part, mais c'est pas sous une grotte. Enfin voilà, mais avec des journalistes qui vont exploiter l'événement. Une qui est juste à côté, qui est la seule à pouvoir parler avec lui, vraiment. Enfin tout un. Après, si ce thème du journalisme vous intéresse, je vous recommande chaudement de regarder aussi le film Network de Sidney Lumet, qui est aussi l'un des meilleurs films sur le sujet et sur le cynisme qui règne autour de ce métier. C'est dur aussi. C'est vrai. Donc Gouffre aux chimères, chef-d'œuvre absolu. Alors ça, c'est un Blu-ray. C'est un Blu-ray import, où il n'y a que les sous-titres anglais. Voilà. On n'a toujours pas de Blu-ray français, mais apparemment, il y aurait peut-être un 4K qui se prépare. Ouais, ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Voilà, qui devrait sortir peut-être cette année, mais il n'y a pas de date, il n'y a rien du tout. Et je sais pas ce que les gens foutent. Ouais, c'est vraiment troublant de ne pas avoir une belle copie de ce film en physique. Ouais.
Toi en plus tu m'as dit que la qualité était genre pas Ouais. à se taper le cul par terre Non, quoi. non, même en Blu-ray, c'est Ouais. pas. Moi j'aime bien le setup du film, c'est le grand désert avec cette montagne au fond parce que t'as un décor où en fait t'as la famille du gars qui est sous la montagne. Ouais. Ils ont un espèce d'avant-poste station-service qui est devant une grande plaine qui amène à cette grande montagne sous laquelle il est enfoui et qui était un ancien village indien, tu vois. Ouais. Et en plus il y a toute cette manipulation avec des légendes où le gars fait croire que c'est maudit. Enfin, Mm. vraiment Kirk Douglas il prend tout ce qu'il y a à prendre pour raconter Ouais. une histoire qui va emballer les gens, mais il a une vraie théorie sur le journalisme qui est, à mon avis, hyper vraie, hein, et qui fait encore preuve aujourd'hui hein, sur le sensationnalisme, le fait de jouer sur la peur des gens. Enfin, c'est vraiment Ah non, mais c'est totalement c'est. ce qu'on raconte aujourd'hui, ce qu'on voit Tout- qui ouais. opère aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur le journalisme en général, hein, Ouais, ouais. de faire marcher sur la peur et la colère. Et c'est vrai que ce décor avec cette grande plaine, avec au fond cette espèce de village incrusté dans la montagne, moi je trouve que ça revient souvent. Et comme tu disais, pour revenir sur la mise en scène de Wilder, je trouve que dans ce film, là où il arrive très bien à faire quelque chose, c'est à montrer l'impact que ça a sur le monde. C'est vraiment quand à un moment t'as un train qui arrive qui s'appelle le Léon spécial qui lâche des gens où ils se mettent à courir jusqu'à le parking qui est devenu une fête foraine avec cette grande roue et cette musique qui joue en boucle. Ouais, ouais. Enfin vraiment et en fait ça devient progressivement dans le film, c'est-à-dire qu'au début t'as quelques voitures, après t'as beaucoup de voitures, après d'un coup ça devient et il y a une espèce de capacité à te montrer un peu en poussant les curseurs quoi, tu vois, cet endroit devenir une mascarade et à la fois un festival quoi, un cirque. Un cirque, ouais. Et vraiment il le fait de manière très très fort quoi, et quand ça s'arrête aussi soudainement quoi. Et non franchement On va pas c'est dur et spoiler. émouvant quoi. Non On- mais voyez-le hein, c'est un Voyez-le, film, enfin faut ouais, le voir. voyez-le de toute urgence, Le Gouffre aux Chimères, voilà, un chef-d'œuvre absolu, mais qui a fait un bide. Voilà. Et oui, tout à fait. Film Et, suivant. Film suivant, écoute, C'est lequel c'est Stalag 17, on l'a pas en Blu-ray, on l'a en pas en DVD, Blu-ray. parce qu'il est hyper dur à trouver. Comment ça se fait ça, Zoltan? Je ne sais Est-ce pas. que tu as une théorie sur ça? Bah non, parce qu'en plus, franchement, il fait partie des films de la Paramount qu'on a eu en Blu-ray avant, dans cette collection là de Rimini. Ouais. Donc c'est tous les films de la Paramount qui ont été vendus à MGM après. Donc je sais Bizarre, pas trop hein. pourquoi. Parce que ouais, pareil, Sabrina, c'est le celui d'après qui est aussi Paramount. Donc qui est le dernier Paramount. Donc je sais pas pourquoi Stalag 17 est quasiment introuvable. Écoute, Stalag 17, donc on est sur un film qui se passe dans les camps de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Le Stalag 17, donc un camp, on imagine, en Europe de l'Est, on sait pas exactement où. Et on va suivre un baraquement de prisonniers qui tentent des évasions, et on comprend rapidement que parmi leur baraquement, il y a un traître Ouais. qui est susceptible de les dénoncer à chaque fois. Mhm. Et on va plus ou moins s'intéresser à un personnage qui est joué par William Holden, qu'on retrouve de Sunset Boulevard, Absolument. qui lui est très cynique aussi, hein, pour le coup on retrouve l'aspect cynique, et qui est en fait un mec très roublard, qui fait des paris, qui arrive à gagner plein de cigarettes et à faire du business en fait dans les camps, et qui se met plutôt bien par rapport à tous ses autres camarades de camp qui sont en galère. Et donc il va être un peu pris à partie, et les gens vont même penser que c'est lui le traître, ou ils vont être jaloux, enfin ouais, il va être un peu antagonisé par les gens de son baraquement, Mhm. jusqu'à potentiellement changer de camp ou trouver le traître, enfin voilà, Ouais, ouais. avoir ce rapport-là. Et on est sur un film, toi je sais que tu l'aimes pas trop. Je suis pas fan, ouais, je l'ai vu 2 fois du coup, et je suis pas. Ça fait un peu ancêtre de la série Papa Schulz. Ah bah de toute façon le méchant, enfin pas le méchant, ouais, le personnage du nazi qui s'occupe de leur camp s'appelle Schulz. Voilà. Et il parle comme Papa Schulz, et vraiment il est genre un mec avec une bonhomie. Ouais, voilà. Ouais. Il y a une forme de. En fait, c'est ça qui m'a peut-être un Il y a petit eu un peu. procès hein, d'ailleurs. Ouais. De Papa Schulz, ils ont, enfin la Paramount a fait un procès à Papa À Schulz. l'équipe de Papa Schulz, ouais. Pour dire que ça venait d'eux, et en fait ils ont dit que non, ça venait d'une autre ref. Au final ils ont perdu. Ils ont perdu. Voilà. D'accord. Mais bon, il y a quand même eu, clairement les mecs ont vu le truc, ils se sont dit ouais, attends, enfin en tout cas, c'est. ça ressemble. Dans cette idée de faire un peu de la comédie ou de la légèreté dans un camp de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des personnages de nazis un petit peu loufoques, un peu presque sympathique quoi. Presque ça. Schulz, il est entre le sympathisme et le fait que ce soit un nazi, quoi. Ouais, parce que les autres dans les prisonniers se foutent un peu de sa gueule, il y a une forme de complicité, il y a une forme de. Et en fait, c'est peut-être ça, moi, qui m'a un peu pas dérangé, mais qui m'a comment dire, pas plus impliqué que ça dans le film. C'est cette forme de légèreté ambiante et
voilà, de comédie, parce que c'est plus une Oui, comédie c'est plus une comédie. Bah, qu'un drame. C'est vrai qu'il y a un truc, il y a un truc très perturbant dans le ton. Parce que ça commence Ouais. quand même, pour dire la première scène, c'est genre hyper tendu. T'as deux mecs qui partent s'évader, ils se font. Et pendant Ouais. qu'ils partent s'évader, il y a le fameux personnage de William Holden qui commence à dire je vous parie qu'ils s'évaderont pas. Donc là, il commence à parier des cigarettes, genre Ouais. avec les mecs qui ont organisé l'évasion, parce que lui, il avait pas du tout pris part à cette évasion. Et donc il parie des cigarettes, les mecs meurent. En Ouais. entendant C'est les pour bruits ça de qu'on mitraillettes. le soupçonne aussi. Ouais, lui. exactement. Ouais. Et donc il dit bah voilà, je vous avais dit. Enfin tu vois, et il a un côté, une froideur sur ça. Ouais, Et donc il y a ce parallèle de bah il y a deux mecs qui viennent de se faire zigouiller en voulant s'évader des camps. Et à la fois il parie, à la fois il y a un truc un peu comédie un peu qui peut être perturbant aussi. Ouais, j'entends. Et puis voilà, bah, c'est un film, comment dire, c'est un film où il y a beaucoup de personnages. Il n'y a pas vraiment. Alors oui, si, c'est William Holden, on va dire, Mais il met du temps avant de devenir vraiment le protagoniste Oui. de l'histoire. Ouais, voilà, donc on a toute une galerie de personnages. C'est vraiment un film de groupe, c'est un film où voilà, on suit on suit une équipe, quoi, j'ai envie de dire. Et donc, si tu n'arrives pas à rentrer dans l'amitié que génère ce groupe, je pense que tu passes à côté du film. Et moi, j'avoue que je suis pas totalement rentré dans le film par rapport à ça. Donc, j'étais un petit peu extérieur. Je me suis pas, voilà, j'étais pas hyper intrigué. Et voilà, mais je sais que, c'est un film qui est quand même plutôt bien apprécié, bien reçu, Ouais, c'est un bien film considéré. qui vient Hein, d'une- mais sur moi, ça n'a pas grave marché. Après. Ce que j'admire quand même de la part d'un mec comme Billy Wilder, qui est donc d'origine juive et donc qui n'a pas forcément ses parents hein, dans les camps. voilà, qui a donc un passif assez lourd par rapport à ça, c'est sa capacité à justement rire un petit peu de ce genre d'événement, quoi, et de trouver un angle un peu humoristique, un peu comique autour de ça, quoi. Donc déjà rien que ça, c'est assez fort, quoi. Moi, c'est un film que j'aime bien, vraiment beaucoup même. Je trouve qu'il y a tout qui fonctionne pour moi. Moi, j'aime bien l'aspect de groupe, l'aspect de camaraderie. C'est un truc qui fonctionne très bien. Je trouve que le suspense et l'espèce de whodunit sur qui elle traite dans ce baraquement, bah, moi, j'étais vraiment pris dedans et j'avais envie de découvrir qui c'était. Voilà. Et après, il y a un côté un peu chronique qui me plaît sur le quotidien de ce camp, les mecs qui veulent essayer de voir les filles russes, parce qu'il y a le camp des des soldats russes en face. Donc ils ont tout ce truc où ils sont obsédés, ils essayent. Et voilà, c'est vrai que tu passes par plusieurs registres au sein du même film. Ce qui est un truc que moi j'aime bien dans le cinéma, de pas être sous une chape d'un seul. Après, c'est un film, comment dire, c'est presque un huis clos, hein, finalement. Ah oui, hein. tout se passe dans le camp. Ouais. Tout se passe dans presque tout dans le baraquement même. presque tout dans le baraquement. Ouais. Est-ce que c'était pas une pièce de théâtre d'ailleurs? Si, totalement. base, C'est une pièce de c'est une pièce de théâtre de 1950 Ouais, c'est ça. qui cartonnait, qui a eu plus de 450 représentations. Billy Wilder, il l'a vu, il a acheté les droits lui-même pour $50,000. Mhm. Et il savait qu'il avait besoin d'un truc un peu populaire après Gouffre Chimère, donc il a sauté sur l'occasion. Ouais. Il a envoyé. Alors pour le rôle de William Holden, à la base, il voulait soit Kirk Douglas, soit. Oh, j'ai oublié l'autre mec dont il voulait. Humphrey Bogart? Non, il voulait le mec des 10 commandements, Charlton Heston. Ouais. Bon, les deux, finalement, non. Et il a envoyé William Holden voir la pièce. William Holden, il a dit non, franchement, le rôle, il est pourri, il est super antipathique. Enfin, moi, je vois pas du tout l'intérêt de ce truc-là. Donc, il a dit non. Mais Paramount lui a dit ouais, mais Coco, t'es sous contrat. Donc tu le fais. Donc, tu le fais. Donc, il l'a fait. Il a eu l'Oscar du meilleur acteur Ah ouais? Oh putain. pour le rôle. Ah ouais, pour ce rôle, putain, en plus, moi je trouve pas que ça soit. Non, mais c'est drôle. Par un moment, rôle- tu sais, Ouais. il y a des carrières. Et par tu fais, contre, pour bah, Sunset Boulevard, il l'a pas eu. Non, il l'a pas eu. Tu vois alors. Et Enfin, elle non bon. plus, d'ailleurs, pour Sunset Ouais. Boulevard. Non, mais les Oscars ont toujours quelques métros de retard. Hein. Oui, Ils donnent bah des là- Oscars à des filles, enfin à des personnes qui le méritaient 2-3 ans auparavant. Mais comme ils ont, oh merde, on a peut-être fait une connerie. Tiens, on va lui donner maintenant. Tu sais, c'est comme Scorsese qui gagne l'Oscar du meilleur Oui, pour film The Departed, pour The Departed, alors que clairement, on va pas se mentir, c'est peut-être pas le meilleur film de Scorsese de toute Non, sa bon, en tout cas, filmographie. c'est dommage que ce soit. C'est un bon film, mais. Ouais, c'est clairement pas le film qui aurait Oui, mérité C'est l'Oscar. sûr. Bah, enfin, mec, moi, de c'est- toute façon, à partir du moment où il y a, il y a Shakespeare in Love qui a gagné en face du soldat Oui, Ryan, oui, je veux dire, tout est possible. Tout est possible. Ah oui, Tu ça, vois, voilà. ça c'est sûr. Bah bon, c'est pas le seul C'est cas. pas. Ouais. Et non, mais pour le coup, et alors, autre anecdote rigolote, si on veut. Donc, le film, gros carton, hein, plus de 10 millions de dollars de recettes pour un budget de à peine 2. Donc, vraiment un beau succès. Mhm. Le film va sortir en Allemagne.
Et la Paramount dit oui, mais alors le film il va marcher, et je pense que les Allemands vont aimer, mais pour éviter de les choquer, on voudrait changer le traître et dire que dans le film il est polonais plutôt qu'allemand, Ouais. tu vois. Et même je crois qu'ils voulaient en faire un camp de polonais, enfin de soldats polonais plutôt qu'un camp d'allemands, tu vois, même tout le camp, je crois. Enfin, j'ai lu D'accord, ok. j'ai lu deux versions différentes, tu vois. Ils voulaient changer les voix et Ah ouais. machin. Et Wilder il a fait bah en fait non. Enfin à un moment les Allemands ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils vont Assumer. ils vont regarder un film avec avec des personnages allemands qui sont responsables d'un camp quoi. Donc il Et a eu gain de cause. Au final il a eu gain de cause, mais il a demandé à Paramount de s'excuser et la Paramount s'est jamais excusée de rien et donc il quittera la Paramount après ce film. Donc il aura lancé mais Sabrina. Pourquoi Parce que la Paramount était. Alors au final allait faire ça. ouais enfin en tout cas il y a eu il y a pas eu Il y a eu un semblant d'accord. Ouais, il y a eu un semblant de truc sur le fait qu'ils allaient aller dans cette direction. Ah. Et ils ont pas dit à Wilder, ah bah excuse-nous, enfin c'était une connerie de penser ça. Enfin bon, les sources sont un peu bizarres, mais Il a fait une Christopher Nolan quoi. ouais, en tout cas Avec, c'est sûr Warner. que c'est le dernier film enfin après ce film il va faire Sabrina parce qu'il était déjà au moment de la Engagé. sortie en Allemagne, il a même déjà tourné le film. Ah ouais. Mais après, et après finito après, avec la Paramount. ce sera son dernier film Sabrina, ouais. Ah ouais, Donc bah c'est voilà. vraiment, Voilà. il aura fini avec ce studio à cause de cette histoire de sortie en Allemagne sur Hmm. le fait de changer l'origine des personnages du film. C'est bien. Ça c'est un mensch. C'est bien. Ouais, voilà, exactement. Vous aurez ça dans la troisième partie, ce que ça veut dire un mensch, que c'est dans la garçonnière. Donc non, moi c'est un film que je trouve vraiment cool. J'ai la musique dans la tête parce que je l'ai revu tout à l'heure aussi. Qu'on entend dans Un autre film. dans Die Hard 3. Die Hard 3. Eh Bravo, oui, bravo. ouais, je suis content de Ah, le voilà. là. Oh. Un point Ouais, pour merci, Zoltan. Oui, c'est vrai qu'elle est bien dans Die Hard 3 aussi. Ouais, elle est cool. Ouais. Ouais, ça marche Moi bien, je la cette chanson. connaissais forcément plus de ce De film-là. Die Hein. Hard On 3 va pas que se de mentir. Stalag 17. Stalag 17, ouais. Mais elle est très longue dans Stalag 17. Oui. Il la chante pendant très longtemps. Ouais. À un moment où le mec d'ailleurs, j'aime bien comment il capte un peu le traître, quand il retrace un peu ce truc de traître, de réussir à identifier le traître. C'est par un petit détail qui d'un coup il y a une ombre qui lui change de son quotidien. Et... Bon, bref, moi j'aime vraiment bien ce film, je vous le recommande. Dans les Wilder, on est encore. Moi je trouve ça agréable quand un mec s'autorise à vraiment faire beaucoup de genres dans son même film. C'est-à-dire qu'il est à la fois une comédie un peu. Par moments, c'est peut-être un personnage, le personnage d'Animal. C'est un personnage qui est vraiment absurde un peu. Enfin, c'est alors un espèce de mec un peu couillon qui est obsédé par les femmes, machin. C'est un acteur qui reviendra d'ailleurs souvent à partir de maintenant dans la carrière de Wilder, l'acteur qui joue Animal. Et à la fois, t'as un perso qui est assez antipathique quand même, le personnage principal. Enfin, il y a plein de mélanges qui, moi, je trouve, fonctionnent quand même pas mal. Donc j'aime bien ce film. Et donc on passe à son dernier film avec la Paramount que tu as en Blu-ray. Absolument. Moi, je l'ai que dans une version Sabrina. Donc pour Sabrina. préciser le film. Ouais, moi je l'ai que dans un coffret Audrey Hepburn, donc j'ai pas la jaquette indépendante quoi. Ok. Voilà. Donc premier film avec Audrey Hepburn qu'il va faire. Il en fera deux, hein, c'est pas non plus. Ouais. Celui-là est Ariane. Voilà, tout à fait. Et donc ça parle de quoi, Sabrina ? Eh ben Sabrina, ça parle de quoi ? Ça parle d'une jeune femme qui est éprise d'un homme qui ne la regarde jamais. Ouais, bah c'est la fille du chauffeur d'une famille riche voilà, de la côte est américaine. C'est ça. Et l'Arabie. Et elle est amoureuse du petit frère des deux. Il y a deux frères. Il y a deux frères, ouais. Humphrey Bogart et William Holden. Donc elle, c'est évidemment Audrey Hepburn. Elle est amoureuse du jeune frère qui s'appelle David. Voilà, et qui est joué par William Holden. Voilà. Et qui, j'ai l'impression, va de conquête en conquête. Oui. Et elle rêve. Toujours la même manière de faire. Oui, oui, voilà, c'est ça. Il lui offre du champagne, ensuite il l'emmène sur un cours de tennis. Il joue une musique, il danse avec. Voilà, il a sa petite méthode. Et elle est témoin de tout ça. Et en fait, lui ne la remarque jamais. Elle part. Elle tente de se suicider. Elle tente de se suicider, oui, avec le gaz de bagnole dans un garage. Exactement. Et elle est sauvée par William Holden. Par Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. Qui donc est le grand frère qui est genre le mec qui pense qu'au taf. Voilà, exactement. Et qui est chiant comme la pluie un peu. Et en fait, voyant qu'il n'y a pas de perspective d'avenir ici pour elle, elle décide de faire un voyage à Paris. Ouais. Elle est envoyée à Paris, je sais pas si c'est par son père, je crois, pour genre devenir une femme du monde, apprendre des cours de cuisine, enfin des cours. Ouais. Pour des cours de cuisine, ouais, c'est ça. Donc ça donne lieu à des scènes assez rigolotes. Oui, où elle fait un soufflé. Voilà, elle rate un soufflé, il faut qu'ils apprennent à casser des œufs, etc. Bon, bref. Et donc elle revient de son voyage, et là,
le fameux William Holden, qui ne l'avait jamais remarqué, la remarque et il a l'impression de la découvrir. Il la reconnaît pas d'ailleurs. Il ne la reconnaît pas. Enfin, Ouais. il a l'impression vraiment de la découvrir et de la voir pour la première Parce que fois. c'est devenu entre-temps une femme élégante qui a appris. Voilà. Alors les qu'elle était coutumes. déjà très Oui, très élégante avant, oui, mais bon. mais c'est vrai que voilà. Mais on va dire qu'elle est magnifiée de par son voyage qu'elle a eu en Europe, etc. Ouais, Elle revient ouais. et elle est d'une classe absolument incroyable. Et donc, Et donc, bah, écoute, elle va commencer à être séduite par le fameux David, ouais, qui va se retrouver malencontreusement à se blesser aux fesses. À se blesser. Non, en fait, ce qui va se passer, c'est que... très dur à Oui, parce raconter que là, c'est- l'histoire. Là, j'ai l'impression qu'on. Non, bah, on galère un peu. Non, mais en fait, globalement, ce qui se passe, c'est que le deuxième frère, donc Humphrey Bogart, Oui, il veut que David se marie avec Ah oui, la avec fille une- d'un industriel. Et donc, il va faire capoter le fait qu'il se tape Sabrina, globalement. Donc, il va, pour que David marie l'autre fille, pour que les deux familles se Ouais, ouais. rejoignent En industriellement fait, il y a une parlant. histoire, il y a un deal qui doit se faire Voilà. entre deux grandes familles. Sur des compagnies de plastique et de pétrole. Et Quoi. Enfin, voilà. Et pour ça, bah, ce qui arrangerait tout le monde, c'est que le fameux David, il se marie avec la fille Voilà. de l'industriel ou je Voilà. ne sais Et quoi. donc, Bogart, il va globalement un peu se substituer à David pour passer du temps avec Sabrina pour être sûr Pour l'éloigner. pour l'éloigner. Et bon, bah, potentiellement, une histoire d'amour va naître entre les deux. Exactement. Mais Voilà. qui peut être conflictuel parce que lui pense qu'au taf et parce que David va à un moment revenir dans l'histoire et Sabrina est potentiellement amoureuse de David. C'est un peu un ménage à trois, une espèce de triangle Ouais. amoureux entre deux frères et un peu un délire Cendrillon inversé quoi. Enfin un peu Cendrillon où bah voilà, c'est la fille qui était un peu la fille la boniche que personne remarquait qui devient en revenant de Paris la jolie femme que les Tout à gens fait. ne peuvent plus Alors, c'est le premier véritable film romantique de Billy Wilder, j'ai l'impression. Le ouais, premier... il y avait la valse La de valse de l'empereur. un peu, quand Ah même. ouais, un peu, ouais, Tu vois. c'est vrai. Mais là, c'est contemporain. Ouais. Là, vraiment, oui, on est sur la comédie romantique un peu classique. Enfin, tu vois, avec du classique Ouais. que Billy Wilder va pas reproduire, mais va un peu commencer à enchaîner, mine de rien, parce qu'il va en faire quelques-unes, là, des films un peu plus basés sur le romantisme que sur le suspense ou que sur le cynisme. Et ouais. Donc, Et, c'est un film que t'aimes bien, toi? Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'humour qu'il y a dedans. Enfin, tu vois, comme tu disais, le mec, William Holden qui s'assoit sur un fauteuil rempli de Non, verres. c'est qu'il a des verres à champagne dans les fesses. Il a oublié de... Ah oui, il a caché, ouais, c'est ça, Ouais. ouais, il a caché ses verres à champagne. Et donc, voilà, et puis après... Il y a un Mac avec un trou dans les fesses pour pouvoir le soulager. Ouais. Et non, et donc non, moi ce que j'aime bien, c'est justement c'est la mécanique de la comédie romantique, quoi, où finalement les deux personnes qui ne devaient pas être ensemble finissent par s'attirer l'un l'autre. Et aboutir à une véritable histoire d'amour. Et en gros, c'est l'amour qui triomphe de tout, c'est l'amour qui triomphe du capitalisme. Du capitalisme, oui, voilà. Du travail. Ouais. Exactement. Et non, et les dialogues, encore une fois, sont bien. Et on est encore une fois dans une structure narrative où un personnage essaye de mettre en place un stratagème pour arriver à ses fins et voilà, et essayer de détourner les choses, essayer de s'arranger avec la réalité pour vraiment la tordre et la faire sienne, quoi. Donc ouais, moi c'est un film que j'aime beaucoup et je trouve Humphrey Bogart très touchant dans le film. Audrey Hepburn, elle est tout simplement magnifique et voilà, très beau noir et blanc. Voilà. Ouais, c'est son dernier film avec la Paramount, hein, comme on l'a dit. Moi j'aime bien, il y a tout un jeu quand même sur les classes dans le film, où t'as un peu les domestiques qui se parlent franchement, qui ont un aspect assez direct et franc et jovial dans les quartiers dès que tu les vois. Et à l'inverse, la famille bourgeoise qui fait que de non-dits, tu vois, qui sont dans un faste mais qui communiquent pas du tout bien entre eux, qui se cachent des choses un peu. Tu vois, il y a le mari qui arrête pas d'essayer de fumer des cigares, la mère veut pas. Donc il se retrouve à fumer des cigares cachés un peu partout dans la maison à chaque fois. Enfin, tu sens que tu as une espèce de vision un peu de ces deux classes qui cohabitent sans se mélanger et qui n'ont pas du tout les mêmes dynamiques entre eux, qui est intéressante. En effet, Hepburn, là on voit, elle joue vraiment, elle a quand même un truc vraiment magnétique, hein. Elle a des yeux extraordinaires. Et c'est vrai que la première scène où elle débarque à une soirée en tant que femme du monde, Ouais.
tu sens que elle débarque et tout le monde la regarde. Enfin, c'est un rayon vraiment, de soleil. Quoi. Ça, c'est bien mis en scène. Tu sens la fascination pour tout le monde pour cette fille et elle arrive à être à la hauteur de la fascination que Wilder essaye de lui créer, quoi. Et c'est vrai que c'est ce que tu as dit, hein, c'est les personnages de ce film qui font que ça fonctionne parce qu'ils ont tous un petit truc, tu vois, entre Humphrey Bogart qui est obsédé par le taf, qui pense qu'à ça, qui a tout dans les dialogues, tu vois, dans même son bureau et tout, il y a tout un aspect où tu sens que c'est tout ce qui l'importe, c'est ça, quoi. Là où en fait William Holden il joue un espèce de playboy totalement hors sol, qui en a rien à foutre de rien, tu vois, et d'ailleurs il y a rien que l'introduction, elle est parfaite, tu vois, tu les vois devant un portrait de famille et tu vois donc tu as la portrait de famille avec où ils étaient à l'âge d'enfant, un espèce de tableau, et donc lui, William Holden, c'était un petit enfant assis sur un cheval à bascule. Et tu descends et il est dans la même position assis sur une chaise à l'envers, tu vois, donc tu sens que genre ça raconte qu'il a pas grandi, quoi. Et à l'inverse, Humphrey Bogart il a son journal dans la poche et on lui demande de l'enlever pour la photo, tu vois, donc tu sens tout de suite en 15 secondes t'as les caractérisations des deux gars. Il y en a un c'est un grand enfant et l'autre il pense qu'au taf parce que c'est le journal Wall Street Journal, genre avec les trucs de la bourse, quoi. Donc voilà, ça marche très fort là-dessus. Chose cocasse, Wilder, globalement, il est tombé amoureux d'Audrey Hepburn. Il a jamais rien fait. Enfin, si, ce qu'il dit qui est rigolo, il dit heureusement, j'ai le malheur de parler dans mon sommeil. Et donc, je suis tombé amoureux d'Audrey, donc je disais souvent Audrey dans mon sommeil. Heureusement, ma femme s'appelait Audrey. Ah putain, c'est donc, bon ça. Donc, il s'est jamais fait gauler. Mais apparemment, il a beaucoup dit son prénom la nuit en dormant. Ouais, quand il tournait spécifiquement ce film. Après, exactement. il l'a plus jamais redit le prénom, Audrey. Voilà, marrant, c'est très trouvant. Non, et par exemple, le tournage, Humphrey Bogart l'a très mal vécu. Il s'est vraiment pas du tout bien entendu avec Wilder. Il a eu des propos un peu déplacés en mode c'est un mec de la commandature allemande, tu vois, qui a autant d'humanité qu'un Allemand, enfin tu vois, genre d'espèce de phrase un peu pourrie. Et en fait il était jaloux Bogart parce que Wilder passait vraiment du bon temps pendant le tournage avec Holden et avec Audrey Hepburn. Holden et Hepburn ont eu une petite aventure pendant le tournage apparemment. Qui ça William Holden et Audrey Hepburn. Et donc vraiment Bogart il a vraiment mal vécu ce tournage où il se sentait exclu et en fait Wilder avait une phrase pour décrire, il dit vous pouvez vous permettre de pas être sympathique mais il faut savoir être drôle. Et malheureusement, il était pas drôle, Bogart. Bah, c'est clair que c'est pas le mec qui inspire le plus la sympathie quand tu vois, même dans le film, quoi. Tu sens qu'il est un peu à l'écart, qu'il est dans son monde. Regarde, tu vois la gueule qu'il fait. Il fait la tronche. C'est un peu le Jean-Pierre Bacri de Hollywood, quoi. C'est ça un peu. Quelque part. Il y a une vibe Jean-Pierre Bacri un peu. Mais alors, il y aura un remake en 1995 par de Sidney Pollack avec Harrison Ford qui reprend le rôle de Humphrey Bogart. Qui est moins bien, hein, on va se le dire tout de suite. Il y a 2 vidéos qui sont sorties cette année. C'est marrant. De 2 chaînes qui n'ont rien à voir pour faire une espèce de comparatif entre le remake et le film de Wilder, pour mettre en exergue tout ce qui fonctionne dans le film de Wilder et tout ce qui ne fonctionne pas dans le... En fait, tout ce que tu perds en fait dans le remake. Parce que c'est vrai que les vidéos sont vraiment intéressantes parce que tu vois... ça met vraiment en exergue ce qu'on a fini par moment un peu perdre dans le Hollywood, qui sont des personnages un poil loufoques, parce que Wilder, tous ces personnages sont un peu loufoques. Tu vois, une espèce d'inventivité, de jubilation, de mettre des trucs un peu bizarres, mais qui font que y a plus de... C'est un peu plus que juste des gens qui discutent dans des bureaux, et vraiment le remake, c'est vraiment... strict minimum, en mise en scène t'as rien de spécial, les décors ont rien de spécial, les rôles ont rien de spécial, et vraiment c'est plat, quoi. C'est vrai que c'est assez plat. Il n'y a qu'un truc qui est bien dans le remake de Sabrina, c'est la musique, parce qu'elle est composée par John Williams, et donc forcément, lui, il fait toujours le boulot. Non, et vraiment, sincèrement, la musique est très très belle. Il a vraiment trouvé un très très beau thème au piano que je vous invite à écouter. Mais c'est bien le seul truc de super dans le film, quoi. Non, c'est très troublant de voir. Franchement, tu compares les deux, tu te dis putain, pourquoi avoir enlevé autant de petits détails qui font que... Parce que tu vois, Wilder, on en parlait dans la première partie, il a un rapport aux accessoires que je trouve hyper intéressant. Et là, pareil, ça revient. Tu vois, il y a tout un délire justement sur le plastique. Donc à un moment, il fait monter son frère sur une espèce de planche en plastique pour montrer à quel point c'est résistant. Après, il lui fait son hamac avec un trou dans les fesses. Enfin, tu vois, c'est des détails, mais en fait, ça a une cohérence dans l'univers
où tu sais que c'est une famille Après... d'industriels de plastoc, et donc et ça vient, et dans le remake t'as rien de ça par exemple, c'est vraiment juste bateau. Parce qu'ils l'ont voulu peut-être plus réaliste, et aussi parce que on pouvait peut-être plus se le permettre dans les films dans les vieux films des années 50, tu vois, ça passait plus, tu vois, je sais pas. Hein, non mais il y a sûrement un côté mais... où ça paraissait, ils devaient se dire c'est ridicule, mais en vrai, maintenant qu'on a du recul sur les deux films, tu te dis bah en fait il y en a un qui est pas ridicule, qui est juste un peu on va dire un peu plus loufoque, mais qui garde du charme, là où le remake est juste plat, quoi. Et puis même le personnage d'Audrey Hepburn, je sais plus par qui elle est jouée dans le elle remake. est pas du tout Audrey Hepburnesque. Non, voilà, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus touchante dans le film de Wilder, enfin parce que on est face à Audrey Hepburn qui est cette petite fille fluette, un peu ingénue, un peu naïve, mais justement très distinguée. Oui. C'est ce qu'il disait Wilder, c'est que là on va arriver au moment où il alterne entre Audrey Hepburn et Marilyn Monroe, et il aura une phrase où il ne parle pas de Marilyn, mais en fait sans le dire, il parle d'elle. Il dit Audrey Hepburn, en fait, quand elle a débarqué, on avait enfin quelqu'un d'autre qu'une serveuse de diner à diriger, quoi. Ça c'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Mais voilà, il dit Audrey Hepburn, c'est quelqu'un d'éduqué. En fait, clairement, il lui a fait le même effet qu'une Grace Kelly pour Hitchcock. D'un coup, c'est quelqu'un d'éduqué, quelqu'un d'extrêmement élégant, qui savait, tu vois, qui avait une vraie, qui venait sûrement qui venait de la haute société, quoi. Et donc qui a porté cette classe que quelqu'un comme Marilyn il considéra qu'elle avait du sex appeal et que c'est un autre personnage, mais c'était pas cette classe que Audrey Hepburn dégage. En effet, c'est vrai qu'Audrey Hepburn, c'est drôle d'enchaîner Audrey Hepburn et Marilyn, parce que c'est vraiment les deux opposés, aussi bien physiquement que dans l'attitude, dans ce qu'elle dégage, quoi. Dans ce qu'elle dégage, absolument. Et donc cet autre film dont on va parler, qui est le prochain film, c'est 7 ans de réflexion. Voilà, avec Marilyn Monroe. The 7 Years Itch en VO. Donc c'est un film de la Fox, hein, c'est ça ? Là il change de crèmerie. Il passe à la Fox. Alors, 7 ans de réflexion. Marilyn, elle était sous contrat avec la Fox. Oui. Alors 7 ans de réflexion, à la base, c'est une pièce de théâtre qui est jouée par le même acteur du film. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pris, parce qu'ils cherchaient un autre acteur, et puis au bout d'un moment, ils se sont dit autant prendre celui qui l'a joué 550 fois. Je pense qu'il sera très très bon pour le faire. Il voulait prendre, je crois qu'il voulait même William Holden, tu vois, il avait un peu ces trucs classiques, et en fait c'est vrai qu'ils se sont dit la pièce elle est tellement un carton, et elle est tellement associée à ce gars que autant le prendre. On va pas décoller. Wilder était un peu déçu de devoir se taper Tom Ewell là, mais bon. D'accord. Wilder il est dur de toute façon avec ses films. Tu vois, franchement. Alors, 7 ans de réflexion, c'est le film emblématique, j'ai envie de te dire, pour parler de ce qu'on a, du Codex, de la censure, de cette censure qui était appliquée dans les films d'époque et qui te tombait dessus si tu avais un petit bout de sein qui dépassait. Ou même plus que ça, les règles, malheureusement, ça tenait pas qu'au sein. Les règles, elles étaient très. Donc, le Codex, moi j'ai fait une vidéo sur Marilyn Monroe et sa sexualisation sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir ce que j'en parle. Et le Codex, en fait, c'était fait donc, par un espèce de pasteur, Hayes, qui avait fait un code. C'est pour ça que ça s'appelle le Codex. Ouais, qui était un code que les studios avaient eux-mêmes fait. C'est pas une. En fait, à la période de Babylone, qu'on voit dans le film Babylone, là où on voit que c'est commence à être n'importe quoi Hollywood, ils sentaient venir le moment où ça devient la débauche qui arrive au cinéma, quoi. Et de peur qu'il y ait une restriction gouvernementale qui leur tombe dessus, les studios se sont mis d'accord pour dire on va faire nous-mêmes un code d'autocensure pour ne pas écarter le public familial de nos films et avoir un label. Et il y a eu pareil dans le comic book aussi à une époque où c'est eux qui créent eux-mêmes les trucs. Ils font un label qui dit que le film respecte les lois du Codex, donc vous pouvez y aller sans crainte. Et donc c'est des lois sur la bonne mœurs, donc c'est au-delà du même voir un sein, c'est qu'on est sur interdiction de montrer un adultère, interdiction de voir des couples dormir dans le même lit, interdiction de voir, vraiment c'est de voir des gens positifs faire certaines choses. On est vraiment sur des trucs très, très puritains, quoi. Et Wilder ne va passer, en fait, depuis le début on en parle, mais il passe son temps à le détourner, notamment, j'en profite tout de suite avant d'oublier, dans Le Gouffre Chimère, où on a une scène où à un moment Kirk Douglas est avec la femme et on sent qu'elle le dragouille, et il finit la séquence en lui attrapant les cheveux. C'est un plan un peu bizarre, mais clairement ça indique qu'ils vont baiser, tu vois. Mais il ne peut pas faire plus que ça, un tout petit peu, genre nous faire comprendre que tu vois, il y a une énergie de te dire ils vont baiser, mais tu peux pas le suggérer plus. Et ça il va le faire là. Dans Sabrina,
À un moment, Sabrina, elle est à Paris, elle rencontre un vieux duc, un vieux un espèce d'aristo, Il y en a un dandy. qui va prendre sous son aile et qui va un peu lui apprendre justement à devenir une femme du monde. Bon, bah clairement, elle couche avec aussi, mais c'est jamais dit quoi. Enfin, tu vois. Non. Et c'est que des trucs comme ça. Et alors là, le summum du film, le summum, c'est 7 ans de réflexion. Ouais. Où là, c'est vraiment l'histoire d'un gars qui veut coucher avec une meuf. Pendant 1h30. Et, voilà. Et voilà. d'ailleurs, Est-ce qu'il va être tenté Wilder va détester ce film. Ah. Parce qu'il n'aura pas pu suggérer le fait qu'il baise. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait toute une astuce de mise en scène pour faire comprendre qu'à un moment ça se passe. Et ça lui a été refusé. Et les mots sur ce film sont vraiment, lui, il dit, j'ai été. Parce que l'idée, c'est qu'à la fin, on retrouvait une épingle de cheveux et on comprenait qu'ils avaient couché ensemble. Il disait, j'étais à une épingle de cheveux de faire un bon film, et finalement, bah, c'est une merde. Oh putain. Tu vois, il l'a vraiment mauvaise. Donc, on n'a pas pitché le film. Mais bon. Ouais. Bah, en gros, voilà, on a un homme marié qui va se retrouver seul à la maison pendant l'été, ouais, je sais pas combien de jours. C'est à New York, en fait ça commence avec une espèce de tradition indienne. L'été il fait trop chaud à Manhattan, donc toutes les femmes et les enfants partent à la campagne, voilà, c'est ça. Et les hommes restent travailler. Et la première scène, tu vois tout de suite les hommes qui, en mode indien, en cliché indien, qui voient une femme passer, qui se mettent à la suivre des trucs. Puisqu'ils sont enfin libres. Voilà. Et donc lui, il se dit bon voilà, je vais rentrer dans mon chez moi, je vais être tranquille. Et manque de peau, patatras, qui c'est qui débarque? C'est Marilyn Monroe qui squatte l'appartement de ses voisins. Qui squatte l'appartement de ses voisins. Donc, Marilyn Monroe, quand tu l'as comme voisine, c'est dur d'avoir une vie tranquille. Elle débarque en robe blanche moulante. Enfin, c'est la robe là. C'est indécent. C'est indécent. Ah, ça fait. Ouais, j'avoue, ça picote les yeux. Non, elle est somptueuse. Et en plus, elle incarne, elle fait son rôle habituel de Marilyn. Parce que Marilyn Monroe, elle a deux rôles typiques dans sa carrière. Elle a la femme fatale un peu vénéneuse, et elle a l'ingénue candide. C'est ça. Espèce de femme enfant. Qui ne se rend même pas compte de son sex appeal. Voilà, exactement. Et là, c'est clairement le summum de la femme enfant qui se rend même pas compte de son sex appeal. À quel point elle est. Voilà. Et alors, pourquoi le film s'appelle 7 ans de réflexion? Alors, c'est la traduction française. Le titre anglais, c'est The 7 Year Itch, qui veut dire la démangeaison des 7 ans. Parce que il est dit qu'au bout de 7 ans de mariage, c'est le moment où tu commences à avoir envie d'aller voir ailleurs, quoi. Ah ouais, 7 ans? C'est pas moins. C'est pas moins. Ça dépend de la femme, j'imagine, ou de l'homme. Ça dépend du couple, quoi. Non, je pense que c'est. Et d'ailleurs, il y a un film français qui s'appelle 7 ans de vie commune, je crois, un truc comme ça. Ouais, avec oui. Bernard Campan et Lily Bourdon et Catherine Fro. Et Catherine Fro. Qui est plutôt rigolo, qui marche très bien en humour, qui parle de cette période-là où ils sont en mode fin d'appétit sexuel et ils doivent trouver un moyen de ils vont dans relancer les clubs échangistes. Mais donc, est-ce que c'est un film qui te plaît, toi? Oui, c'est un film qui me plaît. C'est un film qui me plaît bien. Je trouve qu'il y a une belle facture visuelle. Cinémascope. Voilà, exactement. Tu as lu dans mes pensées. Ouais. Cinémascope. Donc un très beau cinémascope, très très trop bizarre pour filmer un huis clos dans un appart. Mais en même temps, ça donne un cachet au film qui est vraiment agréable. Une belle facture visuelle. J'aime bien. Il y a toutes ces scènes un peu loufoques. Il a beaucoup de rêveries, le personnage principal. Ouais, il s'imagine des trucs et tout. Et donc, non, mais c'est. Toutes ces scènes entre lui et Marilyn Monroe, quand elle débarque chez lui, quand elle fait tomber un pot de fleurs, etc. Enfin, bon, il y a plein de. Enfin, tout le film, tu te dis, est-ce qu'il va craquer? Est-ce qu'il va craquer? Est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il va pas y aller? Il y a sa femme qui est en vacances, qui soupçonne d'avoir peut-être une liaison aussi. Enfin, il essaye de s'imaginer qu'elle a une liaison avec un de ses amis, histoire de se donner bonne conscience. C'est un mec qui psychote, hein. Franchement, il est tout seul chez lui et il part parce que moi j'ai été troublé là en le revoyant à quel point le mec se parlait à lui-même. C'est-à-dire que vraiment il se parle à lui-même tout le film, mais en mode vraiment genre non mec, tu feras pas ça, tu vas pas tomber dans le panneau, tu sais. Et en fait il y a des marqueurs où il doit pas fumer et pas boire, et après il se retrouve dès qu'il y a Marilyn qui débarque, il se retrouve à allumer des garrots, à servir des verres d'alcool, et à tout de suite être en mode non mais c'est bon, j'ai oublié mes bonnes résolutions, et je vais essayer d'être avec Marilyn, quoi. Alors on parlait justement du Code Ace parce que c'est emblématique d'une scène en particulier dans le film, qui est la fameuse scène où la robe de Marilyn se soulève grâce à la bouche de ventilation du métro. Voilà. Ultra connu. Et en fait, dans l'esprit des gens, dans l'inconscient collectif, on a toujours l'impression d'avoir
cette image de Marilyn qui retient sa robe, alors qu'elle n'est de plein pied, alors qu'elle n'est pas dans le film. Et non. Et alors ça c'est quand même. C'est un coup de génie de Wilder. Alors, Wilder, en fait, cette séquence c'est intéressant. En fait, il coupe au montage, quoi. En fait, on voit le bas, on voit le haut, mais on ne voit jamais l'intégralité de Marilyn Monroe. Ce qu'il a fait, par contre, c'est qu'il a diffusé cette photo de tournage de Marilyn. Il y a 2-3 photos iconiques. Je pense que à l'arrière du Blu-ray, on a l'image un peu de Marilyn qui retient sa robe. De toute façon, est-ce que c'est pas l'image la plus iconique de toute la carrière de Marilyn Monroe quand même? Peut-être du cinéma hollywoodien, hein, franchement. Ouais, limite. Là, je pense que tu demandes aux gens de donner l'image d'épinal du cinéma hollywoodien, c'est quasiment cette image-là. Alors qu'elle n'est pas dans le film. Mais c'est ça qui est fou. Elle n'est pas dans le film, cette image. Non, elle n'est pas dans le film. Alors que c'est l'image la plus emblématique. Elle a été donc il a diffusé ces images énormément en amont. Ouais. Le jour de l'avant-première, ils ont mis cette image ils ont fait un truc taille de 15 mètres de haut, une affiche de Marilyn, pas une affiche mais tu sais une découpe de Marilyn qui retient sa robe de 15 mètres de haut dans le ciel de New York. Tiens, vous vouliez pas la voir, on va vous la montrer. Un truc improbable, tu te dis ça c'est pas dans le film et pourtant. Et cette séquence, ils ont dû la tourner 2 fois. La première fois, ils l'ont fait dans des vraies rues de New York et l'effet de bouche de métro a pas très bien marché. Et je crois qu'elle y avait 10 000 personnes. Et je crois qu'elle était saoulée, Marilyn Monroe. Elle était saoulée, il y avait 10 000 personnes qui étaient là, il y avait son mari qui faisait la gueule parce qu'il y avait tout le monde. Donc ils l'ont reconstituée en studio pour la retourner après. Et en effet, c'est une des séquences les plus iconiques de l'histoire du cinéma, alors que pourtant elle a pas dans l'esprit de tout le monde, on la visualise différemment. Et la robe de cette séquence, qui est pareil, un des costumes les plus iconiques de l'histoire du cinéma, a été vendue 5 millions de dollars dans les années 90 à une vente aux enchères. Ça m'étonne. Donc on est sur un film culte, sur une séquence supra-culte, qui dans le film, franchement, elle passe, tu te dis, mais bon, ok, c'est bizarre que ce soit à ce point-là devenu quelque chose. Oui. Tu te dis qu'on était vraiment à une autre époque, parce qu'en effet, il se passe pas grand-chose. Enfin, les plans sont vraiment, t'as le haut, le bas, et t'as jamais cette jupe qui se lève. Parce que tu n'attends que ça, en vérité. C'est ça le truc, c'est que... C'est encore une fois, la nature humaine, qu'est-ce que tu veux, nous rattrape. Mais moi, il y a un défaut dans le film à ce niveau-là que je trouve vraiment dommage, c'est que pendant tout le film, il parle d'une photo que le personnage de Marilyn a fait. Ouais. Et dans un magazine un peu. Non, pas un magazine, justement, un truc qui s'appelle American Cinematographer, qui est genre une espèce de recueil de photos de chaque année, c'est genre les meilleures photos prises par un peu un Guinness Book des photos, quoi. J'ai pas le terme. Et donc elle décrit la photo de elle sur une plage, et le truc s'appelle texture parce que t'as que 3 textures, t'as que sa peau, la mer et le sable. Donc vraiment tu t'imagines une photo de nu, tu vois. Et tout le film tu t'imagines ça, et à un moment il te la montre, et c'est une photo d'elle en maillot de bain sur une plage, tu vois. Pourquoi tu espérais quoi, mon petit Zoltan? Non mais je trouve ça dommage de me dire, d'habitude lui qui fait que suggérer, je trouve ça hyper bizarre de nous la montrer cette photo, alors que il y a rien de spécial, quoi. En vrai, je veux dire que tout le monde se dise que c'était une photo de nu et de jamais nous la montrer. Je trouve que ça a accentué ce côté un peu, tu joues avec l'attente du. Oui, avec ce truc de, on montre parce que vraiment quand il regarde la photo, c'est genre un truc genre hyper choquant, quoi. Et elle en parle avec une espèce de nonchalance. Tu vois. Je trouve ça dommage de la montrer dans le film. On est en 1954 ou 55, 50, ouais, c'est ça. Oui, non, après, je comprends, mais je trouve ça juste. Je trouve que là, il y a même un effet de mise en scène où. Parce qu'en fait, ce qui marchait bien, et c'est marrant, parce que c'est un effet qui est lié à un côté un peu méta, parce que Marilyn Monroe, elle a eu ces fameuses photos d'elle qui sont connues sur des draps blancs, des draps rouges de nu, qui ont émergé une fois qu'elle a été connue, après le film Niagara. C'est des photos qui sont ressorties. Et en fait, elle a assumé le fait de les publier, elle, pour... Enfin, tu vois, il y a eu tout un bordel où est-ce qu'il fallait les acheter, les cacher, machin. Et finalement, ça sorti. Et en fait, ces photos-là ont décuplé son aura de sensibilisation, parce que c'est devenu vraiment un sex symbole d'autant plus, quoi. Et je trouve que cette image dans le film, en fait, elle fait clairement référence à cette photo-là, à ces photos-là. Mais le fait de le montrer, ça enlève une partie de, tu vois, de l'imaginaire. De l'imaginaire que le spectateur se crée à ce moment-là. Et d'ailleurs, en parlant de méta, à la fin, il a une phrase où il parle avec le mec, un mec qui vient dans son appart et il dit quoi, tu penses que je suis avec qui là? Je suis avec Marilyn Monroe, quoi. Oui, c'est une vrai. blague carrément. C'est drôle. Tu vois, ils assument là-dessus. Est-ce que c'est pas le premier truc méta dans l'histoire du cinéma? Il y avait tout Sunset Boulevard, hein, mais bon.
d'une certaine manière. Mais c'est vrai que là, c'est le personnage de Marilyn Monroe qui joue. Oui, mais voilà. À qui on dit ça? C'est Voilà. un peu Ocean 12 avec Julia Roberts. Ah, il y a ça Dans Ocean 12, tu sais, à un moment, il y a Julia Roberts qui joue le personnage de Tess depuis le début, qui se fait passer pour Julia Roberts dans le film. Ah ouais, je me rappelle plus. Donc c'était un peu la même. D'accord. Il est coquin, ce petit Billy Wilder. Hein. Il est malicieux. Bon, apparemment, ça s'est bien passé sur ce tournage entre Marilyn Monroe et Billy Wilder. J'ai refait des recherches. Bah, ça s'est bien passé dans le sens où où elle arrivait à l'heure. Il est content de résultats, Wilder de Marilyn dans le film, mais elle arrive en retard tout le temps, elle connaissait pas bien son texte. Et en vrai, c'est ce qu'il dit. Il dit, c'est insupportable de tourner avec elle jusqu'à ce que tu dises action. Enfin non, jusqu'à ce que tu regardes les bonnes prises et que tu te dis qu'aucune autre personne au monde ne donnerait ce qu'elle donne. Voilà. Tant pis, ça vaut le coup. Quoi. Voilà. Mais avant ça, tu souffres. Et là, il a souffert, mais parce que à la limite, c'était son premier film avec la Fox. C'était plus un film de Marilyn Monroe qu'un film de Wilder. Ouais. Donc il a joué le jeu, j'imagine. Ouais. Mais il le jouera un peu moins après. Enfin, nous verrons ça. Ouais. Alors, là, on était en 1955, je vais te dire ça, j'ai la liste là. Je vais te... Voilà. Tu vas me doubler. On est en 1955, voilà. Ouais, et le film suivant, c'est... c'est l'Odyssée de Charles Lindbergh. L'Odyssée de Charles Lindbergh. Pourquoi tu rigoles? Spirit of Saint-Louis. Pour moi, c'est son plus mauvais film, je pense. Oh, dis donc. Non, avec son dernier. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le plus mauvais film dont on va parler. Ouais, il y a des chances que ce soit pas le meilleur, en tout cas. Non. Alors, The Spirit of Saint-Louis, donc ça retrace la véritable histoire de l'aviateur Charles Lindbergh qui a fait le vol New York-Paris en 33 heures exactement. Le premier vol transatlantique de l'histoire de l'aviation. Exactement, en 1927 si je ne me trompe pas. Et donc le réel personnage avait donc 25 ans et il est joué par un homme de 50 ans à peu près, c'est ça? Non, 52 je crois, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'il est joué donc par James Stewart. Ouais, tout à fait. On est en 1957 et oui, il a déjà 55 ans presque. Il a déjà... non, je sais pas quel âge il a. Il a le double. En tout cas, il a clairement pas 25 ans. Il a plus du double. Ouais, voilà, il a le double. Alors, ils ont essayé de lui mettre les cheveux blonds. Il a maigri pour être évincier. Franchement, allez, ils m'auraient dit, allez, il a 35, 40. J'aurais dit, ouais, ça passe. Mais là, clairement, non, c'est pas trop. Voilà. Donc, je sais pas trop pourquoi ils ont pris James Stewart, si ce n'est que, oui, l'acteur est super bankable et que ça sert bien. En fait, ils l'ont pris parce que c'est lui qui voulait. Enfin, lui, il a une fascination pour le personnage. Ah oui, donc le projet limite. Oui, en fait, le projet, c'est une productrice, je crois, qui l'a proposé à Wilder en mode un peu genre on a ce truc, on a ce livre dont on a les droits, qui est le livre auto-écrit par Lindbergh lui-même, dont on a les droits. Lindbergh, il est hyper impliqué dans le projet. Donc il est impliqué veut dire il est en contrôle de ce qu'on va raconter sur lui. Et Stewart veut absolument le faire. Et donc il propose à Wilder. Quoi. Mais Wilder, il va en avoir rien à battre. Ah ouais. Vraiment, lui, il va dire j'aurais jamais dû faire ce film. À un moment, je vais même proposer peut-être d'arrêter. Il dit franchement, j'étais à deux doigts de leur dire si vous voulez, je vous rembourse. Et j'ai eu trop peur qu'ils acceptent, donc je l'ai pas proposé. Oh, putain. Mais vraiment, lui, il a même pas fini. Il s'est barré 3 jours avant la fin. C'est un autre mec qui a terminé. Tu vois, les scènes de fin, c'est pas lui. Enfin, il y a plusieurs scènes où c'est pas lui. Okay. Ouais, c'est vraiment un film où il s'est le moins impliqué. Et en fait, c'est ce qu'il dit dans ses mémoires. C'est globalement qu'en fait. C'est un film qui a une logistique qui est trop lourde pour son cinéma à lui. Ouais, c'est marrant, c'est exactement ce que j'ai ressenti en le voyant. Quoi. On sent que quand tu vois le film, ça fait pas Billy Wilder, c'est pas son cinéma, c'est pas lui. Quoi. C'est pas vraiment lui. C'est un film, donc c'est en cinémascope. C'est une grosse machinerie. On sent qu'il y a une volonté de faire un grand film d'aventure. Et parce que le principe, c'est que c'est un peu genre sa dernière nuit avant de prendre l'avion, de prendre le vol. Où il est dans son hôtel et donc on ne sait pas si la météo va être adéquate ou pas. Et c'est plein de flashbacks qui lui viennent. T'as toute une première partie. Alors moi j'ai plutôt bien aimé. Le film dure 2h15. J'ai plutôt bien aimé la première partie du film qui se concentre sur l'organisation de ce vol et comment ils vont trouver l'avion. Finalement, ils décident de le fabriquer. Comment ils essayent de trouver le financement. Et du coup.
quelque part, on peut y voir aussi une sorte de Bah, d'analogie ou de de métaphore d'un peu de Coppola. ouais, un peu Ouais. de Un ce côté, tu vois, genre création d'un truc. pionnier, ouais. etc. Bah, moi, ça m'a fait penser, enfin, on peut aussi le voir comme une métaphore du cinéma dans de la fabrication d'un film, c'est-à-dire il faut trouver les financements, les producteurs, Ouais, tout à fait. les personnages, enfin les acteurs pour jouer, etc. Et donc là, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il est face à un mec derrière un bureau, et le gars est prêt à financer le voyage et tout. Et lui dit ah mais non mais c'est vous qui allez le piloter. Ah bah non, on veut pas que ce soit vous, on veut que ce soit quelqu'un d'autre. Ah bah non, bah si c'est pas moi qui le pilote, je me barre, j'abandonne le projet. Pour Rocky, tu vois. Ouais, voilà, Ouais. exactement. Non mais donc Ouais, c'est vrai, il y a la ce première parallèle. partie, voilà, j'étais j'étais assez dedans parce qu'il y avait ce parallèle, voilà. Et c'est toujours assez stimulant et assez galvanisant de voir la préparation en fait d'une aventure ou d'un voyage quoi, Ouais. avant que ça commence. C'est vrai que Mais le c'est vrai que problème- c'est des bons moments, ça. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il faut réussir à assurer l'aventure après. Voilà, il faut réussir à assurer. Et malheureusement, je trouve que l'aventure Elle est est assez chiante comme la déceptive. pluie, hein. Bah oui, mais pourquoi? Parce que c'est un chiant mec. comme la pluie, hein, ce qu'il a fait. C'est un gars qui est tout seul dans un coucou pendant 30 heures. Ouais. Euh, Donc il lui met une mouche pour pouvoir. Non, mais c'est vrai. Ouais. Il lui met une mouche pour pouvoir avoir un dialogue Ouais. parce que il voulait pas de voix off. Ouais. Alors c'est une vengeance qu'il a pris. Alors avec- qu'il y a une voix off. Oui, en plus, mais là Ouais. dans l'avion, il voulait que le mec puisse parler à la Ah mouche. ouais. Ouais, mais ça, sur, même ça tient pas debout parce qu'il y a des fois où il parle, il n'y a pas la mouche. Enfin bon, bref. tu vois. Même son concept, il le tient pas vraiment. Et ouais, ça, en tout cas, la mouche, c'est une vengeance qu'il fait de quand il était scénariste, où il avait écrit un film qui était sur un immigré qui était en transit au Mexique pour passer la frontière. Et il avait écrit une scène qu'il aimait beaucoup, où le mec se parlait à un cafard sur le mur, et il le bloquait le cafard. Il dit non, t'as pas le droit de passer, t'as un visa, tu vois. Il parlait au cafard, et en fait, il y avait le truc il se voyait lui-même en cafard, quoi. Enfin, tu vois, bref. Ouais. Et l'acteur avait refusé c'est pas lui qui tournait, c'était pas Wilder le réalisateur à l'époque. Et l'acteur avait refusé de tourner cette scène comme elle était écrite parce qu'il trouvait ça débile de parler à un cafard. Ouais. Il disait mais le cafard me répondra jamais, donc aucun Donc, intérêt. ouais. Et Wilder, c'est ce qu'il a fait passer, c'est ce qui lui a vraiment, c'était l'événement. Il a dit quoi, mais il a fait ça. Donc il lui a changé la fin du film où il a enlevé tous les dialogues pour les filer à un autre personnage. Et c'est à partir de là qu'il s'est dit je veux être réel, je veux pas qu'on sabote mes films ou qu'on comprenne Ouais. pas. Ma séquence avec le cafard était super et l'autre débile il comprend pas, là ça m'a rendu ouf. Et là il va finalement mettre une Tu veux dire qu'on lui a charcuté son scénario, c'est ça? exactement. C'est ça que tu es en train de Là dire? lui il le dit ouais. Ah, On le d'accord, charcute. ouais. Ouais, Ok. il a charcuté son scénario. Ouais. D'accord. Mais il a lui-même charcuté son scénario pour se venger du fait qu'on ait charcuté son scénario au début. Ah là Tu là. vois, donc, C'est une vraie boucherie, donc C'est une vraie boucherie. le cinéma, c'est une vraie exactement. boucherie, Ouais, hein, à on peut cette le dire. époque-là, ouais, ça avait Ouais. l'air. Non, mais donc voilà. Mais c'est vrai que non, c'est un film que moi je trouve un peu relou, honnêtement, Bah ouais, pas la passionnant. Bah ouais. En fait, tu sens qu'il a besoin de nourrir sa deuxième partie, puisqu'il se passe pas grand-chose concrètement. C'est un mec qui est enfermé dans son cockpit pendant des heures et des heures. Et il a besoin de la nourrir avec des flashbacks qui nous racontent des scènes du passé de ce pilote, mais qui ne sont pas très, très intéressantes. Et en fait, ce qu'il dit, Wilder, c'est qu'il a eu un problème avec le fait que Lindbergh il était à ce point-là impliqué parce qu'il pouvait rien changer. Ouais. Il pouvait pas explorer parce que Lindbergh il a une vie hyper bizarre. Apparemment, déjà, il a eu des liens avec les nazis. Ah oui, super. Ça, tu pouvais pas l'évoquer. Alors, il a pas eu de problème à faire le film pour autant, hein, mais ouais, tu pouvais pas évoquer toute cette période après. En fait, il disait ce qui est gênant, c'est que le livre, et donc ce qu'on pouvait voir, c'était le film, le vol que le vol. Tu pouvais pas t'occuper de ce qui se passait après. Tu pouvais pas explorer la vie personnelle du mec. Parce qu'il a eu un kidnapping, il s'est passé des trucs assez dingos. Ah ouais. Et Ah bah ça m'intrigue du coup. Il peut pas les mettre dans le film, et donc il dit bah en fait on s'est retrouvé avec un truc qui était plat parce que il y avait pas de matière. Et même quand j'ai essayé de créer un truc faux, genre moi il a une scène qu'il voulait faire où les gens les journalistes qui attendent que le mec prenne son envol, il trouve une serveuse dans le bar hôtel où il va à côté de l'aéroport, et ils lui disent ah tu sais le jeune homme là il va prendre l'avion, il va sûrement se cracher parce que personne n'a réussi à faire ce qu'il essaie de faire, et il est vierge, donc franchement tu pourrais peut-être lui faire passer sa dernière bonne nuit, et la fille y allait. Et il voulait qu'à la fin, Wilder, alors que Lindbergh défile sur Wall Street, sur Times Square, que la fille le voit, et que Lindbergh, pour le coup, la calcule plus. En mode, c'est devenu... c'était juste un jeune homme, et maintenant, c'est devenu un dieu, quoi. Ouais. Et bah ça, il n'a pas eu le droit de le mettre dans le film, par exemple, ce truc, parce que c'était pas vrai. Ça entachait. Ouais, voilà. Tout ce qui a donné un peu d'aspérité au personnage, ou n'était pas... ne rendait pas le personnage un peu glorieux comme il est, bah ils ont pas pu le mettre, donc en fait ça rend finalement un film assez plat sur un mec plein de bonne volonté, trop fort, qui fait ce qu'il a à faire, et puis voilà quoi. Et ce que Wilder disait, c'est qu'il disait aussi, moi c'est une logistique de tournage que je déteste, il n'y avait pas de communication avec les avions, donc fallait
envoyait l'avion en l'air, il faisait ce qu'il avait à faire. Il redescendait, on devait redonner des consignes, tout prenait une éternité. Enfin, lui, ça le rendait ouf, il n'est pas du tout patient. Il disait ce genre de film, fallait qu'un Frankenheimer le réalise, ou enfin, tu vois, un mec qui était capable d'avoir ce rapport de logistique, de créer des énormes machins. Un Cécile B2000, voilà, peut-être. Genre de gars, quoi. Voilà. Bah, et lui, c'était pas du tout son délire. Ouais. Et le dernier truc qui est rigolo, c'est que il a eu un moment, il y avait une scène où il disait. C'est que Billy Wilder a peur de l'avion. Non, mais justement, mais c'est drôle. C'est James Stewart. À un moment, il a une séquence où il est accroché à l'aile. Et Billy Wilder lui a dit, mais tu sais, ça c'est un truc que tu pourrais faire vraiment. Je pourrais ne pas prendre de cascadeur. Et James Stewart lui fait, ouais, bien sûr, t'es sûr. Il fait, je te parie $100. Ouais. Et Billy Wilder l'a fait. Il s'est accroché à l'aile de l'avion, il a fait un tour en avion accroché à l'aile, il est redescendu, véridique. Un avion avec l'avion en plein vol. Ouais, Billy Wilder l'a vraiment fait pour te montrer à James Stewart que, bah, en si fait, moi je peux le faire, vas-y, quoi. Ouais, mais James Stewart l'a pas fait. Ouais, voilà, couille molle, quoi. Ouais, écoute, en tout cas, Billy Wilder ne l'était pas. Ça, c'est un mensch. Voilà. Non, mais voilà. Non, mais alors moi, ce qui m'a fait tenir en regardant ce film, c'est de suivre toutes les étapes de vol qu'il a parcouru. Lindbergh, j'étais là sur mon téléphone. Ah ouais, là il est là, d'accord. Ouais. Tu vois, j'essayais de suivre sur une carte où est-ce qu'il était pendant le film. Il passe en Islande, un moment, je crois, quasiment. Il passe au-dessus des icebergs, mais pas très loin mais l'Islande, mais à un moment il est au-dessus. Non, l'Irlande. Non, l'Irlande, c'est quand il arrive. Non, il quitte, je sais plus quelle partie du Canada. Enfin bon, bref, et après c'est que de l'océan Atlantique. Et oui, le premier point de terre qu'il aperçoit, enfin qui survole, c'est la baie de je sais plus quoi en Irlande, quoi. Bref. Et donc j'étais là à suivre, voilà, c'est le truc qui m'a fait un peu tenir, quoi, parce que sinon c'est vrai que c'était assez lui il considère quasiment que c'est son moins bon film. fait partie de ces trucs où lui, de toute façon, il le reconnaît à peine, il dit qu'il a même pas fini le tournage, vraiment, ils s'en bat les couilles. Après, c'est pas un navet, quoi, tu vois. Non, en fait, à partir de là, quand il va faire ce genre de film, moi, j'ai juste le problème que je les trouve un peu chiants. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il est capable de faire des trucs tellement truculents parce que, de rien, on n'a pas dit, mais ça, 7 ans de réflexion et Sabrina, c'est des films qui ont un rythme, qui sont vraiment, tu vois. Oui. C'est-à-dire que c'est pas dingo ce qui s'y passe. Sabrina, tu vois, on a du mal à le résumer. L'intrigue est un peu, par moments, un peu nébuleux. Enfin, tu vois, c'est pas genre. Oui, c'est pas aussi limpide que d'autres films, mais c'est truculent. C'est-à-dire que tu les regardes et il se passe toujours des trucs. Et ouais, tout ça, les personnages, les dialogues, c'est ça qui. Et là, c'est juste un peu ennuyeux. Et à partir de là, il va faire de temps en temps un film un peu ennuyeux. Avec un personnage assez lisse, c'est vrai. Exactement. Ouais. Donc voilà, écoutez, regardez-le quand même. Spirit of Saint-Louis aussi, il dit très mauvais titre. Les gens pensaient que c'était une équipe de foot. Personne ne connaissait le nom de l'avion, donc titre de merde. Alors que l'Odyssée de Charles Lindbergh en français, c'est plus évocateur. Ça donne envie, Et pour le coup, le film aurait été un énorme bid. Il a rapporté $2 millions, alors qu'il a coûté 6, en sachant que la création de l'avion dans le film a coûté 1 million et 200 000 $, soit, je crois, 20 fois plus que le prix du vrai avion de l'époque. C'est genre un truc absurde. L'opération ratée complet jusqu'au bout. Donc vraiment, raté. De toute façon, il est très difficile à trouver. Il est hyper dur de trouver. Ensuite, nous avons un autre film qui est dur à trouver aussi. Qui est très dur à trouver, qu'on n'a même pas. Attendez. Non, on l'a pas. Ariane, non, on l'a pas. On l'a pas. Ouais, on l'a pas. Ariane, donc deuxième collaboration entre Billy Wilder et Audrey Hepburn. Et première collaboration entre Billy Wilder et L.A.L. Diamond, le scénariste avec lequel il fera tout le reste de sa carrière. D'accord, ok. C'est leur première collaboration sur Love in the Afternoon, donc. Love in the Afternoon. Ariane. Alors Ariane, eh bien, on est. Alors là, pour le coup, ça se passe à Paris. Donc on retourne encore à Paris. Il a un attachement avec Paris. Il y a vécu. Mais parce qu'il y a vécu. Mais là, surtout, c'est vraiment tourné à Paris. Parce que oui, c'est vraiment tourné à Paris. Oui, là, c'est tourné au studio de Boulogne et d'accord. Où ils ont constitué le Ritz et la chambre et un étage du Ritz. Et même toutes les scènes d'extérieur, parce qu'ils en parlent. Le film commence avec Maurice Chevalier qui, avec sa voix, avec son accent français à mort, parle des Parisiens en disant à Paris. Maurice Chevalier qui est un chanteur. Non, mais qui fait la voix off de tout le film. Qui fait le personnage. Le père de. Oui, mais c'est lui qu'on entend pendant tout le film, qui fait la voix. Et qui dit à Paris on mange mieux qu'ailleurs, on fait pas mieux l'amour, mais on fait plus souvent. Et là après tout le monde qui s'embrasse partout. Voilà. Alors c'est marrant parce qu'en revoyant le film, bon déjà moi j'ai plutôt bien aimé la. De quoi ça parle avant, mais. Ouais. Alors on va le dire. Vas-y. On va le dire. On le dit maintenant.
Ouais, allez, on va le dire maintenant. Alors, Ariane, de quoi ça parle? De quoi ça parle? Alors, on est Compliqué avec... aussi à résumer. Compliqué un peu. Non, on va essayer. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Mais en gros, on est à Paris et on est avec un détective privé. Voilà, il y a un homme, C'est ça. il est détective privé. Et cet homme-là, là où il travaille, eh bien, il y a sa fille, Voilà. qui est Audrey Hepburn, et qui est un petit peu, qui assiste un peu à ça, un peu de loin, quoi, on va dire. Ouais. Et donc, un jour, il y a un homme marié qui vient rendre visite à son père, au détective privé, et qui a des énormes soupçons sur un adultère commis par sa femme. Voilà. Et le détective privé va lui apporter des preuves comme quoi, oui, effectivement, sa femme le trompe avec un certain Gary Cooper. Hein, Oui. c'est ça. Et donc... Enfin, Gary Cooper, l'acteur. Oui. Et donc, Audrey Hepburn comprend que cet homme va vouloir se venger et assassiner l'amant de sa femme. Et donc, pour éviter ce drame, elle va se faire passer pour la maîtresse de Gary Cooper, on va dire, de cet homme. Et éloigner... et faire comprendre à cet homme marié que non, La femme sur les photos n'était pas la femme. Voilà, votre femme ne vous trompe pas et vous êtes gouré, enfin voilà. Donc, en fait, toute cette première partie, moi j'aime bien. Oui, c'est cool. Parce que encore une fois, on est dans la combine, le stratagème, et on se fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, etc. On met en place un plan. Est-ce qu'il va marcher? Est-ce qu'il ne va pas marcher? Est-ce qu'il va tomber à l'eau? Est-ce qu'il va échouer, etc. Donc ça, c'est plutôt truculent, on va dire. Après, c'est dur. Et après, c'est un peu plus dur. Bah, après, en fait, on est dans là, on tombe vraiment dans le film très très romantique, mais Qu'il n'y a vraiment pas classique. d'enjeu autre qu'ils sont amoureux. Enfin, Voilà, ouais, parce que la menace est éloignée. Elle a plus besoin de. Enfin, c'est pas comme dans Uniforme et Jupon court où elle est un peu prise au piège par son propre stratagème qu'elle doit tenir vraiment jusqu'au bout. Parce que là, le principe, c'est qu'Audrey Hepburn, qui a rencontré Gary Cooper, qui est un playboy qui se tape plein de meufs dans tous les pays du monde. Ouais. Voilà, pour se faire passer pour la femme du gars, se retrouve à l'embrasser, bref. Et après, elle va créer en fait une espèce de personnage auprès de lui, de fille qui se tape plein de mecs aussi. Ouais. Mais bon, en s'inventant. alors qu'elle est clairement vierge. Enfin, tu vois, on imagine que elle a jamais eu de mec. Oui, que c'est pas une Marie couche-toi là. Voilà, Hein. exactement. Et donc, il va y avoir cette relation qui va exister entre eux, mais sur des après-midi. C'est le principe, c'est qu'ils se voient que à des horaires d'après-midi. D'où le titre anglais. Love in the Afternoon, ouais. Entre ce Gary Cooper qui est un playboy et elle qui est en fait une vierge qui se fait passer pour une playgirl, quoi. Ouais. Et moi j'avoue que j'ai du mal aussi sur la deuxième partie, je pique du nez et je m'ennuie. C'est pas très. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, c'est un peu ennuyant, pas très palpitant. Et puis même moi j'ai eu du mal en fait à y croire à cette histoire d'amour entre Gary Cooper et Audrey Hepburn. Je trouve qu'il match super vieux. On est d'accord. Ouais, voilà. Il fait. Ouais. Ça devait être Cary Grant. Ouais, bah là déjà ça aurait été peut-être plus enfin tu vois. Non mais c'est vrai qu'il y a un décalage de lui en fait il n'a pas du tout de charme. C'est son père quoi déjà. Bah c'est ce qu'elle dit, elle Audrey Hepburn, elle dira en voyant le film, elle dira peut-être que Maurice Chevalier et Gary Cooper auraient pu échanger leur rôle. Bah complètement. Non mais complètement. Tu fais waouh, dur. Complètement. Parce que ouais. Non, c'est vrai que là-dessus c'est un peu gênant, c'est un côté genre tu comprends pas pourquoi elle tombe amoureuse de lui vraiment. Non. Elle est ravissante, elle a le truc. Elle est magnifique, ouais. Voilà, en plus elle joue une fille qui joue d'un instrument, elle se trimballe toujours avec une énorme contrebasse qui est plus grande qu'elle. Enfin, bon, il y a des trucs un peu rigolos et tout ça. Il l'appelle petite fille fluette. Ouais, voilà, oui. Et non, mais c'est marrant. Tu parlais du début tout à l'heure, et là, en revoyant le film, je me suis dit, attends, c'est marrant ce début de film. Où il nous présente Paris comme la ville de l'amour, où les gens ils s'embrassent sur les ponts, ils s'embrassent. C'est Ratatouille, non, ça m'a fait penser à Amélie Poulain. Un peu l'intro d'Amélie Poulain où on nous présente cette image d'Épinal de Paris avec tu sais où il nous filme plusieurs couples qui font l'amour dans tout enfin tu vois pendant que toi tu es en train de faire ça il y a un couple qui fait l'amour là une femme qui a un orgasme ici bon bref et j'ai trouvé enfin je me suis dit est-ce que Jean-Pierre Jeunet ne s'est pas inspiré de ce début de film pour Amélie Poulain, tu vois, parce que c'est possible, je trouvais qu'il y avait une forme de résonance, mais je trouvais personnellement un peu plus charmant la manière qu'a Billy Wilder de présenter l'amour dans le Paris City of Love. Voilà.
Non, mais je trouvais ça amusant. Voilà, d'un moment voilà, tout le monde s'embrasse dans Paris, même des généraux à un moment donné s'embrassent. Oui. Même tu fais ouais. Non mais c'est drôle. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière, quoi. Mais Bah, plus avec la voix de Maurice Chevalier qui est vraiment Ouais. l'accent français. pareil, par, avec la voix off de tu vois, Dussolier comme Oui, Dussolier. mais voilà. pour moi, la voix off d'Amélie Poulain, elle a rien à voir parce qu'elle parle pas de. Elle est Oui. hyper bizarre. Tu sais, ça commence genre le 23 mars de 1996 à 14h42, une mouche s'est posée sur la rue Saint-Vincent. Et là, t'as une voiture qui l'écrase. Et après, il dit au même moment des vers bouger sous une nappe. Tu vois. Et à ce moment-là, Amélie Poulain naissait. Enfin, tu vois, genre, Ouais. pour moi, il parle pas d'amour, il parle pas du tout de. Non, c'est bien pour ça que je préfère. Bah oui, tu ouais, préfères Billy Wilder, forcément. parce que j'aime pas les. Bref, je trouve qu'ils sont malins. On a un débat sur Jeunet. David n'aime pas, j'adore. Ouais. Voilà, c'est un débat parallèle, le fameux. Mais bon, non, écoute, moi j'ai pas énormément de choses à dire. J'ai essayé de le revoir. Je me suis rendormi 2 fois Ouais. cette semaine devant. Donc vraiment, c'est quand même dur. Et en fait, c'est vrai que je ne trouve pas de qualité qui vraiment me porte sur un truc. Je me dis, Alors, ouais, trop bien, quoi. Il y a une idée de mise en scène qui est pas mal. C'est l'orchestre qui joue tout le temps. L'orchestre Tzigane, là. L'orchestre Tzigane qui est en fait là, mais qui n'est pas là. Enfin, tu vois, qui les suit partout. Oui. Et qui est en fait, qui n'est pas là véritablement dans la scène, quoi. Tu vois, c'est une projection. Il est là au début, il y a des moments où il est vraiment là. Mais oui, au tout début, mais après, quand ils sont en bateau et tout ça. En bateau, voilà, sur bien sûr. le canal. Oui, le mec ne les a pas payés pour les suivre. Ouais, voilà, et même sur le quai de la gare, oui, ils sont encore là, etc. Comme si le romantisme perdurait, quoi. Voilà, exactement, t'as tout compris. Oui. Le cliché un peu dur, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais c'est vrai que non, j'ai pas énormément de trucs à dire. Lui, Billy Wilder, il était hyper content de retourner avec Audrey Hepburn dans les coulisses un peu du truc. Ouais. Gary Grant, ça a pas marché auprès du public américain parce que les gens. Gary Cooper. Parce que les gens sortaient du train sifflera 3 fois et ils le voyaient comme un shérif. Ouais, et donc, pas comme un lover. Ouais, ça passait pas du tout. Et, parce qu'attends, quel âge il avait quand même? Est-ce qu'on peut vérifier? Il n'était pas si vieux. J'ai l'âge là. Quel âge avait Audrey Hepburn et quel âge j'ai tout. avait Gary Cooper? Là, j'ai tout dans ce petit livre. Il a le mérite de pas être passionnant, ce livre, mais au moins il a les petites infos basiques à ce niveau-là. Donc je vais te dire. Parce que quand même, je voudrais savoir, ça m'intrigue. Alors, t'es prêt? Il est né en 1901, donc il avait 56 ans. Hein. Merci. Regarde. Oui, c'est ça, il avait 56, je crois. Voilà, et elle avait 28. Et elle avait 28, voilà. Donc 56 ans. 28. Elle fait littéralement 17, hein, mais... Ouais, petite vingtaine, quoi. Ouais, elle avait 28 et Gary Cooper en a 56. Ouais. Et pourtant, l'amour triomphe. Ouais. Voilà. Non, mais... et en plus, ils finissent mariés. Enfin, il y a un truc un peu absurde. Et ça, c'était pareil pour les mœurs. C'est un truc qu'il a rajouté pour adoucir les mœurs. Ah oui. Ouais. Moi, j'avoue qu'à part le côté d'être à Paris et d'avoir ce côté un peu sympa avec Maurice Chevalier qui est avec son accent et qui me fait marrer... tu vois, moi j'aime bien, c'est toujours rigolo. C'est très bizarre quand tu te dis, mais c'est des conventions de cinéma. Mais donc tout le monde parle en anglais. Lui, il parle en anglais avec un accent français à couper au couteau. Mais je trouve que ça va, il s'en sort. Oui, mais c'est Maurice Chevalier, il est connu pour ça. Hein. Maurice Chevalier, il est connu pour étant le français qui sait bien parler anglais avec son accent. Il fait des chansons et tout ça. Hein. Même, il fait des chansons avec cet accent. Enfin, tu vois, il est connu pour ça. Mais c'est drôle parce que tu te dis, mais je veux dire, si elle aussi elle est française, pourquoi elle parle pas avec un accent? Pourquoi lui il parle avec un accent et elle parle anglais couramment? Pourquoi ils parlent pas en français entre eux? C'est toutes des conventions de l'époque où de toute façon le cinéma était comme ça. Mais à l'époque on questionnait pas une seconde. Aujourd'hui tu fais un film où il y a ça. Tu vois, on a le débat en ce moment, Emilia Pérez au Mexique et tout. Je veux dire, c'est des trucs où... non mais en vrai, que des acteurs soient pas des acteurs mexicains qui tournent en Mexique mais en espagnol, machin, à l'époque... Ils s'en foutaient. C'est vraiment rien à foutre, quoi. Tout le monde parle anglais, il y en a un qui a un accent à couper, l'autre elle parle normalement, et puis basta, quoi. C'est clair. Et pareil pour le mari qui vient au début, il parle anglais normalement. Il est drôle, c'est combien je l'aime bien. Le mec qui joue le mari au début, il a un truc un peu... Le cocu, Ouais, le cocu, il est rigolo. Il est marrant. Mais bon, à part ça, j'ai pas voilà, grand-chose. c'est pas. Mais encore une fois, c'est le deuxième film full romantique de Billy Wilder, on va dire. 3 parce que c'est dans c'est comédie romantique aussi. Quoi. Mais c'est très comédie, plus comédie, plus que romantique, je trouve. Ouais, tout à fait. Là, on va passer un chef-d'œuvre. C'est celui-là, hein. On est d'accord. Hein. Donc on va passer même année, hein, t'imagines? Ouais, en 57, il a fait Lindbergh, Ariane et Témoin à charge. Witness for the Prosecution. Alors là, en VO.
avec Tyrone Power, Marlène Dietrich et Charles Laughton. Charles Laughton qui n'a réalisé qu'un seul film, La Nuit du Chasseur, ouais. connu pour ça. Et donc, eh bien, c'est un film de procès. Tout à fait, un film Vas-y, pitch-nous ça. adapté d'une pièce d'Agatha Christie. Oh, Oui, témoin à charge. Donc, qui raconte l'histoire d'un avocat qui est supposé être en convalescence parce qu'il a fait une crise cardiaque ou un infarctus. Enfin, il est clairement en surpoids. Il fume trop, il boit Charles trop. Laughton. Voilà, Charles Laughton. Ouais. Et donc, il doit partir en vacances, quoi, globalement. Enfin, il sort de l'hôpital, il doit se reposer. Mais un cas va se présenter dans son bureau, un homme qui lui explique qu'il est accusé de meurtre d'une femme qu'il a vue, qui fréquentait, enfin, qui n'est pas sa femme, mais une femme qui se retrouvait à fréquenter, riche, une veuve, parce qu'elle est morte, assassinée, et que lui, bizarrement, était rentré dans sa vie peu de temps avant. Et donc il dit, Charlton, il se trouve que ce cas n'a aucun intérêt, parce que clairement, le mec a l'air d'être... va être dur à défendre, quoi. Ouais. Et c'est le fait que sa femme, qui est jouée par Marlène Dietrich, débarque et lui explique un peu la situation et lui montre à quel point elle est au courant de tout ce que faisait son mari. Qui va perturber Langton et qui va se dire il y a un truc il y a un truc, il y a une affaire à défendre. Ouais, je pense que finalement le fait que cette femme soit à ce point-là transparente et dévouée à son mari, enfin tu vois, soit pas le dindon d'une farce, fait qu'il y a un angle dans la défense que je vais pouvoir utiliser. Et donc il va après on suit, donc c'est en deux parties, il y a un peu toute cette phase d'acceptation de l'affaire. Et après, on passe au procès et on est sur un film de procès où on est donc sur vraiment un tribunal à l'anglaise avec tout le monde qui ont leur perruque. Et est-ce que cet homme est coupable d'avoir tué cette veuve riche voilà. Et c'est drôle parce que je trouve que le personnage ressemble au personnage de Foreign Affair, Scandaleuse de Berlin, parce que c'est un GI américain qui a rencontré sa femme allemande à Berlin dans un cabaret et qui se retrouve à être allé vivre en Angleterre après la guerre, mais qui a jamais réussi à retrouver vraiment de taf. Et qui est un peu un espèce de mec qui se laisse vivre, pas très engageant, quoi. Et voilà. Et donc, on précise tout de suite, on va à un moment spoiler, mais on va spoiler, ouais. Et c'est on peut ne pas, hein. Bon, si, c'est vrai que on a envie, quoi, de parler du truc, mais c'est un film clairement avec des révélations. On va vous prévenir, ouais, parce qu'il y a une grosse révélation finale. C'est un film à twist, et donc vraiment, il vaut le coup d'être découvert un peu vierge. Et j'avoue, arrêtez-vous là, plus ou moins, quoi. Ouais. En tout cas, allez-y, c'est un grand film. Enfin, David va vous dire pourquoi, et quand je ferai vraiment ça, et va vous barrer. Voilà. Mais en tout cas, on peut dire que c'est le film le plus Hitchcockien de Billy Wilder. Ouais. C'est très bien mené, très bien réalisé, très bien joué. Il n'y a rien à dire. L'intrigue est bien déroulée. Moi, je me suis fait avoir la première fois par. Même je me suis fait avoir la deuxième fois. Alors là, pour le coup, alors oui, on est. En fait, comment te dire ? Là, on est encore dans un stratagème. On est pris au stratagème. Mais voilà, mais on n'est pas témoin du stratagème. On est victime. Comme dans beaucoup d'autres films de Billy Wilder, on est aussi victime du stratagème. On se fait avoir grâce à cette révélation finale qui remet tout en cause. Et j'avoue que je me suis fait avoir. Marlène Dietrich, superbe parce que. Attention, on va spoiler. Elle joue deux rôles. Oui, là, on va commencer. Ouais. Je mettrai avant le message. Bon, voilà, on va. je fais une coupe. Je dis on va spoiler. Alors je fais la coupe maintenant. Non, même. Mais elle est très bien parce que déjà elle joue. Je trouve qu'il y a une espèce d'authenticité dans son personnage qui est. Comme moi j'aime bien ce rôle de femme qui est lucide sur qui est son mec, sur tout ce qui s'est passé. Et il y a un truc de. C'est agréable de pas avoir une meuf dans un film qui est une espèce de à qui on a fait le mec lui a fait à l'envers. Même si, au final, il y a quand même ça qui existe. Mais c'est vrai qu'il y a un truc où tu te dis, son personnage, il est droit, il est carré, quoi. Et c'est ça qui en impose, elle en impose, quoi, tout de suite. Mais en tout cas, c'est un film qui marche sur le suspense, évidemment, parce que tout le long du film... Ouais, le mystère, Le mystère, ouais, voilà. Et tu te dis, est-ce que il va réussir à l'innocenter ? En fait, le mystère, le suspense se déplace sur plusieurs aspects de la narration. C'est un coup, est-ce qu'il va s'en sortir et est-ce que l'avocat va réussir à le défendre et à l'innocenter ? Et après, c'est est-ce qu'il est vraiment innocent ? Est-ce qu'il est coupable ? Est-ce que bon. Donc. Et ça fait partie de ces films de procès où c'est toujours agréable parce que tout est dans la capacité qu'on a à s'imaginer un peu ce qu'on nous raconte parce que on ne voit rien. Tout est dit, c'est-à-dire qu'on a les faits qui sont exposés de
vous êtes allé voir cette femme à cette heure-là. Alors je crois qu'on a des petits flashbacks quand même. Pas tellement, pas beaucoup, tout hein. se passe dans la tête du spectateur comme dans 12 hommes en colère ou Ouais. ce On genre a de les film. flashbacks de la rencontre entre lui et cette fille, je crois, Ouais, sur une histoire d'achat de chapeau où il se voit devant une vitre et il fait un signe à cette femme qui achète un chapeau et qui. C'est très vite fait. Mais Ouais. c'est vraiment rapide. Ouais. Et après, tout ce qui est le meurtre, le fait qu'il y ait eu une vitre brisée de l'intérieur, ou enfin, tu sais, tous ces détails un peu factuels, tout ça c'est exposé durant le procès. Donc on arrive vraiment à se poser dans ce truc. Mm. Et tu as tout un type de personnage qui défile à la barre. Tu as une femme qui est un peu la femme de maison du couple Marlène Dietrich et du héros. Qui a un problème de surdité. Donc il y a aussi Charles Langton qui joue donc l'avocat, qui a ce côté hyper fort de comment il manie le procès, quoi. Il trouve les bons trucs au bon moment, il dit les bonnes phrases, il fait pas objection votre honneur parce que c'est le processus anglais, mais globalement il fait les bons trucs au bon moment et il est hyper fort, tout en ayant ses problèmes de santé parce qu'il a une nurse qui arrête pas de la suivre, qui est jouée par sa femme. D'accord. Qui est jouée Par la femme de l'automne. Ouais, par la femme Ok. de l'automne. Ok. Et qui est la nurse qui arrête pas de le brider, de lui donner des médocs, et qui justement va avoir un parcours de. Au départ, elle veut pas qu'il refasse s'engage là-dedans. Hein. Voilà, et au final, elle le pousse parce qu'elle sent que le gars, c'est là où il s'épanouit et qu'il devient. Bien sûr. Qu'il est au meilleur de qui il est, quoi. Et donc, le perso fonctionne vraiment bien là-dessus. Non, vraiment super film. Moi, je l'ai revu il y a pas longtemps. Je me suis encore fait avoir. Il passe hyper vite, alors que pourtant. On n'a pas spoilé, hein, du coup. Hein. Bah, on n'a pas spoilé. On peut là, si tu veux. On Je mettrai peut, les messages. Vas-y, spoil. On passe en mode gros spoiler. Là. Bon, un gros spoiler. Alors la fin, on apprend que en vérité, bon déjà qu'il est vraiment coupable. Il est vraiment coupable parce que le truc, c'est qu'il est innocenté par une histoire de lettres. Que en fait, on dit qu'il a une affaire avec une autre femme. Ouais. Et donc que sa femme ne serait pas susceptible de le défendre parce que elle apprend qu'elle a été trompée en fait pendant le procès quasiment. C'est-à-dire qu'on découvre des lettres de lui à une autre femme et même Charles Langton va parler à cette autre femme et donc cette autre femme c'est qui? C'est en fait on découvre que c'est Marlène Dietrich avec une perruque, quoi. Qui est maquillée. ouais, mais alors voilà, ça c'est le truc, le point où on pourrait se dire bon attends, est-ce que ça fonctionne encore aujourd'hui, parce que c'est Marlène Dietrich qui est maquillée, qui est grimée avec la perruque effectivement, et qui joue complètement un autre personnage avec un accent cockney, anglais cockney. Ouais, voilà. Mais franchement, je me suis fait avoir moi, la première fois. Il y en a qui vont dire c'est grillé. Non, c'est franchement, une actrice elle est dure à. Tu sens qu'il y a un grimage. Enfin, tu sens que c'est un personnage grimé. Ouais, mais t'es pas garanti de reconnaître Dietrich dedans. Je ne la reconnais pas. Moi, je me suis fait avoir. Non, et c'est vrai que ça fonctionne très fort. Et c'est donc l'événement qui fait que le fait que Langton découvre cette fille qui a l'air de raconter un truc fait qu'il va faire témoigner en fait la femme contre le mari. C'est pour ça, witness, c'est témoin à charge. Témoin à charge. Oui, en fait, c'est ça. C'est que la femme de l'accusé est censée le défendre. Non, elle est censée l'accuser. Enfin, elle est censée le charger, son mari. Bah, c'est ce qu'elle fait, mais elle le charge parce que. Oui. Parce qu'elle a des raisons de le faire. Enfin, exactement. Mais en fait, il y a un double jeu. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. Oui, on est un peu nébuleux, mais on n'est pas très clair. Mais oui, en fait, le truc, c'est que ils font croire que le mec a une maîtresse, voilà, pour que le témoignage de la femme ne soit pas considéré comme étant un truc conciliant. Voilà, tu vois, c'est ça. Voilà. Et qui fait capoter le truc et qui l'innocente. Voilà. Sauf que à la fin, on découvre que qu'en fait, tout ça, c'était une manigance, une manipulation, et que le mec a vraiment assassiné. Et après, on découvre même que le mec a vraiment une maîtresse. Ouais, voilà. Et que sa femme s'est faite bananer. Ouais, et que sa femme s'est faite bananer quand même. Voilà. On a tout spoilé. Voilà. Maintenant, vous pouvez revenir. Vous pouvez. Et, mais voyez-le, c'est vraiment. Ouais, super. Voilà. C'est le genre de film ultra bien ficelé. Avec un scénario parfait et de la comédie aussi bien dosée. Ouais, tout. C'est-à-dire que c'est drôle à des moments parce que lui il a aussi ce truc de vouloir fumer, boire en cachette. Tu vois, et d'ailleurs il accepte cette affaire parce qu'il veut fumer un cigare aussi. En fait, c'est pour ça qu'il se retrouve à avoir tout le speech, parce qu'il y a un cigare dans la poche d'un gars. Et donc il est là en espérant pouvoir fumer discretos pendant que l'autre lui raconte l'affaire alors qu'il en a rien à foutre. Et finalement il se laisse embarquer. En fait aussi la force de la mise en scène, on va dire, de Billy Wilder, c'est quand même aussi de savoir créer, générer des personnages truculents dans tous ses films. Tous, ouais. Et c'est ça aussi sa force, je trouve. Là ils sont pas plats, il n'y a personne qui est plat. Ouais, voilà, à part James Stewart peut-être. Mais là il a clairement été bridé. Il a été bridé. Mais c'est vrai que en fait c'est ça sa force, c'est que tous ces personnages sont amusants à suivre, ils sont truculents, ils ont toujours un truc.
et une certaine Une vie, quoi. Un truc une vie, hyper ouais, voilà, il arrive à rendre très très vivant ces personnages. Ouais, quoi, c'est voilà. vrai. On passe au dernier film de cette vidéo avant d'avoir le tunnel final pour la 3e partie, qui est, je pense, son film le plus connu. Oui, sûrement avec je pense La que c'est le plus Garçonnière. Ouais, certains l'aiment chaud. Some Like It Hot. Some Like It Hot, ouais, Voilà. tout à fait. Ouais, chef-d'œuvre. Hein. Oui, c'est un petit chef-d'œuvre. Grand film. Avec film. donc première collaboration avec Jack Lemmon, qui est un acteur avec qui il va faire, je sais pas, 8 films après. Ouais, qui est un peu son Antoine Daniel, Antoine Douanel. Antoine Daniel, lui un peu. Ouais. Enfin, ça va devenir le. Non, mais ça va devenir. Son alter ego. Pas son alter ego, oui. En fait, ça va devenir sa vision de l'Américain moyen. Ouais, c'est un peu ce que vrai. Hitchcock fera avec Stewart, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. de l'homme, le monsieur tout le monde pour Billy Wilder. The American ça Guy. Ça deviendra Jack Lemmon. Alors pour le coup pas dans ce film, même si un peu, mais là dans ce film, Jack Lemmon il pète l'écran en étant un monstre comique. En 4K. Alors ça c'est un cas en import, donc il n'y a que les sous-titres anglais. Ouais. Mais si vous l'avez déjà vu, moi je l'ai en Blu-ray, il existe en Blu-ray dans plusieurs il versions. existe en Blu-ray sinon. Le Blu-ray est correct, hein, sans être. Tu vois, ouais. je veux dire. J'ai pas vu ton 4K, donc je sais pas si non, ça le vaut vraiment le coup. le 4K est magnifique, il n'y a rien à dire, c'est très très beau. Donc ça parle de quoi? Alors ça parle de quoi? Ça parle de deux musiciens qui sont un peu en galère parce qu'en fait ils sont témoins, ils sont témoins d'un meurtre, on va dire. Ouais, qui est un vrai truc, un vrai événement, hein, qui s'appelle le massacre de la Saint-Valentin. À Chicago, durant la Prohibition, qui est un règlement de compte entre mafieux où 18 mafieux sont fait fusiller, enfin ou 18 ou 9 sont fait fusiller dans un parking. D'accord. Et donc ils ont assisté à ça. Ok. Et donc ils se font griller par les mafieux qui les poursuivent et pour se cacher, enfin pour se barrer, ils ont pas de thune, ils ont rien, ils sont en galère. Ils se déguisent en femmes. Ils intègrent un groupe de musique, un orchestre. Un orchestre féminin qui part faire des concerts dans un hôtel en Floride. Absolument. Voilà. Et donc, encore une fois, voilà, ça se maquille, ça se déguise, ça se fait passer pour quelqu'un d'autre. Et là, pour le coup, ils doivent tenir le rôle jusqu'au bout de l'histoire parce qu'ils ont mis le doigt dans l'engrenage et ils peuvent pas trop en sortir. Et surtout, ils rencontrent dans ce train, dans le spectacle, il y a Marilyn Monroe. Qui joue, je sais plus le nom de son personnage, mais voilà, qui joue une. Elle s'appelle pas Sugar? Non. Sugar, ouais, c'est ça. Sugar. C'est Sugar, donc il joue Sugar, qui est une fille qui tombe toujours sur les mauvais mecs, qui est un peu alcoolique, qui est un peu au bout du rôle, mais qui est très belle et très séduisante. Et un des deux, qui est donc Tony Curtis, au début les deux en vérité sont un peu peu amoureux d'elle, mais Tony Curtis va pousser le vice jusqu'à se créer un alter ego de milliardaire pour séduire Marilyn Monroe. Et donc là vous voyez le tenant de comédie qui a été repris dans 25 milliards de trucs après sur un mec qui se déguise en femme mais qui en même temps se déguise en autre personne pour draguer une fille. Tutsi quoi. Ouais, exactement, Tutsi. Il y en a plein, des trucs comme ça. Et en parallèle de ça, Jack Lemmon, lui, il va tomber amoureux, être dragué par un milliardaire, parce qu'en Floride, il n'y a que les vieux retraités milliardaires. Hein. Il va être dragué par un milliardaire avec qui il va aller de plus en plus loin. Voilà. Et évidemment, leur intrigue de mafieux pour qu'ils ont fui va finalement les rattraper jusqu'en Floride. Jusqu'en Floride, ouais. Voilà. Et non, mais c'est génial. Non, mais c'est l'un des. Franchement, attends, est-ce que c'est pas l'un des films les plus drôles de Billy Wilder? Je pense que c'est son plus drôle. C'est l'un de ses plus drôles. Là, on est par contre on est full comédie, même s'il y a une petite dimension romantique. Il y a un peu tout. Il y a un peu un côté polar, parce que le film commence sur 15 minutes de polar, hein, presque. Ouais, c'est vrai. Tu commences avec un truc rigolo sur un corbillard qui se fait tirer dessus par la police et dès qu'il y a les balles, c'est de l'alcool qui coule du cercueil. Et après, tu rentres dans le truc de la prohibition avec un club qui se fait faire. Il y a une descente de police. Enfin, tu mets du temps avant d'être dans le. C'est vrai, dans la comédie pure. Et même de rencontrer nos personnages et tout ça. Mais en tout cas, et après, c'est lancé, C'est le spectacle de Jack Lemmon, ce film lui, avec Tony Curtis, c'est super, mais là, c'est Tony Curtis, tu sens qu'il est un peu mal à l'aise du truc, alors que Jack Lemmon, il s'en donne. Il y va à fond. Il est tellement drôle, il est tellement bon. Et puis pour moi, on a peut-être l'une des meilleures fins, ou si ce n'est la meilleure fin de tous les films de Billy Wilder. Cette fameuse fin. Parce que moi, j'avoue que je la trouve fascinante, mais j'arrive pas à mettre de mots sur pourquoi, à quel point elle est drôle, c'est tout. Elle est tellement drôle. Parce que non, est-ce qu'on la spoil? Bah oui, c'est une des phrases les plus connues de l'histoire. Non, mais je veux dire, ça gâche pas. C'est pas une révélation. Non, mais bon.
on va en parler, je mets ma main comme ça. Ouais, on va encore spoiler. Voilà. Mais en gros, ce fameux milliardaire qui est complètement fou amoureux de Jack Lemmon pensant que c'est une femme, à la fin du film, ils partent en bateau. Ils partent en bateau, voilà, sur le yacht. Et Jack Lemmon lui dit je peux pas avoir d'enfant. En fait, il essaye de le décourager par tous les moyens possibles et imaginables, en disant je ne peux pas avoir d'enfant, je ne suis pas une vraie blonde, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. Et à la fin, il en a tellement marre, il enlève sa perruque. Il trouve des réponses à chaque fois. Il dit mais on en adoptera. Pas grave, j'aime bien les brunes. Enfin, il trouve toujours une phrase. Il trouve toujours une excuse pour continuer à être avec lui. Et à la fin, il en a marre, il jette sa perruque, il fait I'm a man. Hélas, je ne peux pas avoir d'enfant. Nous en adopterons. Vous ne comprenez pas, Scoop. Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. Je suis un homme. Et l'autre, il lui répond la meilleure phrase du monde, quoi. Il lui dit Nobody's perfect. Et hop, fin du film, voilà, patatras. Mais c'est tellement drôle. Et quelque part, c'est même très moderne finalement. Oui, ça c'est sûr que cette fin, elle est ultra moderne. C'est ultra moderne parce que, genre, je m'en fous que tu sois pas une femme. Ouais, je m'en fous de qui. Enfin, je m'en fous de ton sexe, quoi. Ouais. Moi, je t'aime comme tu es. Enfin, voilà. Mais non, mais donc, c'est drôle. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'il n'arrive pas. Ce qui est drôle, c'est juste qu'il n'arrive pas, malgré ça, à se dépêtrer de ce mec-là. Ce mec-là. Là, j'ai sorti toutes mes cartes. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Je suis obligé d'aller avec lui. Non, mais tu vois, c'est drôle, quoi. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est une fin qu'ils avaient écrit en se disant on va trouver autre chose à un moment. Ils n'ont jamais trouvé autre chose. Alors, et au final, parce qu'ils n'étaient pas du tout convaincus que c'était la bonne fin. Ah ouais. Enfin, tu vois que c'était la phrase, ils l'ont un peu écrite. Bon bah, on n'a pas d'idée, on va écrire. Bon bah, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Ouais. Non, mais c'est génial, c'est l'une des meilleures. Fin du spoiler. Fin du spoil. Bon, c'est vraiment un spoil de. Bah, c'est bien d'avoir la surprise à la fin du film. Oui, voilà, c'est toujours bien. Mais oui, c'est pas on va dire le climax scénaristique. Non, c'est clair. Du film. Ouais. Mais donc voilà, c'est un jeu. Donc le film est assez ludique parce que les personnages n'arrêtent pas de passer d'un rôle à un autre. Jack Lemmon, lui, il rentre vraiment dans son perso et il n'en sort plus. Il en sort plus. Et pour le coup, Tony Curtis, il n'arrête pas de. Il fait des va-et-vient. Le fameux truc où à un moment la meuf elle rentre, il est encore dans son costume d'homme, il se met la couette jusqu'à la tête. Ou alors il plonge dans un bain. Ou alors il plonge dans un bain habillé. Exactement. Il a plein de trucs où il doit jouer deux personnages en même temps. Franchement, la porte. c'est la mécanique de comédie qu'on retrouve dans Tootsie, dans Madame Doubtfire, dans ces films-là, clairement. C'est l'un des premiers films à avoir fait comme ça. Et non, mais voilà, les scènes où Jack Lemmon il danse avec ce fameux milliardaire qui est monté en parallèle des scènes entre Tony Curtis et Marilyn Monroe qui passe du bon temps et tout, et que lui il est en galère en train de danser avec ce mec et qui sait pas comment faire pour s'en dépêtrer. Non, voilà, c'est vraiment drôle. Et en tout cas, tu m'étonnes, la rencontre avec Jack Lemmon. Enfin, je comprends que Billy Wilder il ait eu envie de retravailler avec lui. C'est sûr que là-dessus il y va à donf. Et en plus il y a ce qui est, enfin, faut qu'on parle de Marilyn. Je trouve que dans ce film, Marilyn elle était enceinte. C'est à l'époque où elle va faire sa fausse couche peu de temps après le tournage. Donc elle a quand même elle a un truc, elle est bien en chair, un truc un peu pulpeuse. Tu sens qu'elle n'est pas aussi frêle que ce qu'elle a pu être avant. Donc ça lui donne aussi même si elle n'a jamais été très très frêle. Non, mais elle a toujours eu des formes, Marilyn Monroe. Oui, bien sûr. Mais là c'est vrai que c'est là où, moi, pour avoir vu toute sa carrière, c'est là où elle a le plus de forme. Ouais, c'est vrai. Et il en joue vachement, Wilder. Tu vois, elle apparaît, il fait limite un gros plan sur ses fesses avec un bout de fumée qui passe du train d'ailleurs. Enfin, il met un truc de. Son apparition, elle est magnifique. Son apparition. T'avais deux mecs déguisés en filles qui la reluquent et qui en peuvent plus vois, direct. Et elle a un truc fascinant dans tout le film où elle va vraiment être une source de fantasme total dès qu'elle va interagir avec les personnages. Parce que les deux vont être amoureux d'elle au départ. Mais le truc, c'est que Jack Lemmon, il va très vite créer son alter ego. Tony Curtis, alors que Jack Lemmon, il va devenir la bonne copine. Il va se retrouver avec elle dans le lit et tout, mais en mode confident sympa, tu vois. Malgré lui, quoi. Exactement, c'est très drôle. Elle chante dans le film. La fameuse chanson ultra connue. I wanna be loved by you. Exactement. Donc, non, mais. Que dire si ce n'est franchement ça passe. Moi c'est une comédie que j'ai découverte il y a vraiment on en parlait dans la première partie. C'est vraiment une comédie que j'ai découverte à la télé il y a longtemps. Tu vois, quand j'étais ado, et franchement ça m'a fait,
je veux dire, je suis resté scotché sur le truc, quoi. Alors Ouais. que, bon, film en noir et blanc, tu vois, j'aurais pu être un en peu mode. désuet. Tu vois, à enfin, 12-13 ans, j'aurais pu être en mode ça va, quoi. Et en Ouais. fait, non, c'est tellement efficace et jubilatoire. Et super bien rythmé. super bien rythmé et tout fonctionne vraiment du tonnerre. Tu vois, ouais, il n'y a pas de temps mort. Non. Voilà. Ah ouais, non, c'est. Et même le truc qui paraît grotesque de la mafia arrive à les rattraper et tout, ça passe comme une lettre à la poste. Ouais. Franchement, tu te poses pas du tout une question. Il y a toute une histoire à la fin sur de fêtes d'anniversaire, de gâteaux, de mafieux. Oui, Enfin, oui. c'est un truc un peu noir, un peu sombre, hein, quand même. Oui, après, on pourrait se dire, bon, voilà, comme par hasard, ils se retrouvent dans le même hôtel. Ah, on a changé de Ouais, décor. c'est pas mal. Écoute, une petite cheminée. Voilà. Oui, non, mais à la fin, on pourrait se dire, comme par hasard, ils se retrouvent dans le même hôtel en Floride. Évidemment, là où ils sont. évidemment, Bon, ouais. mais c'est le cinéma, c'est comme ça. De toute façon, on a le droit à Ouais. une coïncidence. Et en termes de dialogue, ça c'est ta t'as ce dogme. Une ou deux Non, parce coïncidences. que tu vois, la 7 heures, il dit on a le droit à une coïncidence que si c'est pour mettre le personnage dans la merde. Ah bah, c'est le cas. Non, mais on n'a pas le droit à une. On peut en mettre autant qu'on veut. Si c'est pour mettre le personnage dans la merde, si c'est pour l'en sortir, ça marche. Tout t'en as non, le droit mais à il a aucune. raison. Oui, oui. lui, Oh, lui, il en met même pas une, la 7 heures. non, même pas. Bah, Dans c'est ses mieux règles quand il y en a d'écriture. zéro. C'est mieux quand il y en a Tu vois. zéro. Mais on va dire qu'on on peut passer l'éponge quand il y en a une. Ce qui n'est pas le cas de Trap de M. Night Shyamalan. Je tenais à le dire et à le repréciser. Voilà. Même si quelque part le personnage est un méchant, donc bref. Ça met dans la merde, tu veux Ouais. dire. Non, enfin non, justement, mais comme c'est un méchant et que c'est pas un gentil, voilà. Mais bon, non, enfin c'est nul. Bref, ça ne marche pas. Tout ça pour dire que nous sommes arrivés au bout de cette vidéo, de cette Ouais, et les deuxième dialogues partie. sont super aussi, il faut le dire. Parce Ouais, que, tu par as un dialogue exemple, qui te marque celui au téléphone où ils disent où ils disent on a un job pour vous. Enfin, j'ai un job. En fait, il y a un double discours sur le fait que un peu le parallèle, le miroir de la fin, où le mec il dit non mais ah ouais, il y a un concert il y a un job dans un orchestre qui marche et tout. Il fait et à la fin, mais on peut le faire nous. Enfin, tu vois, on peut. Non mais faut avoir faut être blond, faut avoir les cheveux longs, mais on peut se faire pousser les cheveux et tout. Non mais vous comprenez pas en fait. C'est un conseil. Faut être une Oui. femme quoi. Qu'est-ce qu'il faut pour jouer dans cet orchestre? Avoir moins de 25 ans. On fera un petit effort. Avoir les cheveux blonds. Eh ben, on se teindra. Et surtout être une femme. Non, mais on pourra. Non, on ne pourra pas. Ouais. Tu vois, et là il dit ok, là il a plus d'arguments. Et, Ouais. bref. Mais bon, je Bah, suis- c'est marrant parce que ça, c'est vraiment une scène qu'il y a dans Tootsie, par exemple, tu vois. Où tu as le comédien Dustin Hoffman qui passe plusieurs auditions. Enfin, tu vois, c'est un montage où il passe plein d'auditions pour des pièces différentes. Et à chaque fois, le metteur en scène lui dit non, vous convenez pas, vous êtes trop grand. Ah, et après on lui dit non, vous êtes trop petit, vous êtes trop truc, vous êtes trop machin, vous êtes trop vieux, vous êtes trop jeune. Et non, mais donc voilà, c'est pour dire qu'à mon avis, il y a une petite oui. inspiration de ce côté-là. Bah attends, en plus, Pollack, il a fait aussi un remake de Sabrina. Je pense qu'il devait Oui, avoir bah un voilà, lien avec oui. Wilder, il devait Ouais. les avoir vus. Hein. Voilà, oui, oui, c'est vrai, ouais, j'avais même pas tilté, ouais, c'est vrai. Tu vois. Donc voilà, donc Billy Wilder. Quand même, hein, si Tootsie, ça a été fait 10 ans avant le remake de Sabrina, quand même. Oui. Mais bon, Voilà. on sent la pétence du mec pour le cinéma Ouais. de Wilder. Exactement. Voilà, Billy Wilder, livre Patrick Brion. de Patrick Brion. Franchement, je vous le recommande pas énormément. C'est vraiment des petites paragraphes, enfin des petits chapitres sur chaque film. Ça donne C'est les des anecdotes. Pas des anecdotes, c'est un espèce de résumé entre une appréciation critique du film, des détails de production et de tournage, et enfin de remise en contexte, et un peu ce qu'a été le film. Mais c'est cool pour nous, pour faire une vidéo, pour me rafraîchir la mémoire, Ouais. et des extraits un peu des mémoires, mais franchement c'est très léger. D'accord. Enfin, vaut mieux, il y a les mémoires de Billy Wilder qui existent, qui s'appellent Et tout le reste n'est que folie. Et franchement, Traduit en français. Ouais, traduit en français. Et ça, vraiment, ça vaut le coup. C'est un énorme pavé. Je l'ai pas là. D'accord. C'est un énorme pavé qui retrace toute sa carrière, où il dialogue avec un autre, un journaliste qui connaît depuis longtemps, Ouais. et qui fait un mélange entre le journaliste qui met en contexte les périodes et qui résume un peu la vie de Wilder, et Wilder qui parle de ces périodes-là. Et franchement, t'as plein de trucs. Ça, c'est ce que je voulais dire aussi, tiens, avant que j'oublie. Donc on parlait de Marilyn. Là, vraiment, sur ce tournage, ça s'est très mal passé. Alors pourquoi ça s'est très mal passé, ouais. Bah, Marilyn, elle était vraiment pas bien à ce moment-là. Hein. Elle était en dépression totale. Ouais. Elle arrivait en Elle retard. arrivait au-delà de retard, mais même elle était vraiment. Il y a des jours entiers, elle n'est pas venue. Il y a des répliques qu'elle n'a pas réussi à dire pendant 60 prises. Enfin, vraiment, elle oubliait des trucs. Enfin, il y a une fameuse réplique où je sais plus c'était quoi. Où, à un moment, elle doit aller récupérer un seau à une bouteille, je crois. Et vraiment, elle a une phrase à dire en ouvrant une porte. Et je crois qu'elle n'a pas pu le dire pendant 60 prises. Enfin, Oh. c'est vraiment, ça a été un calvaire. Mais bon, Et je crois qu'il n'a pas eu des mots très Wilder, tendres, il n'a pas été très sympa. très sympa, ouais. Et je il crois. lui a mis une pression de malade. Et franchement, tout mis combiné,
Elle était pas bien, quoi. Entre sa fausse couche qui arrivait peu de choses après. Enfin, clairement, il l'a pas mis. En fait, elle était enceinte quand même de plusieurs mois. Il l'a pas épargné. Ouais. Et bon, bah voilà. Il ne l'a pas excusé, il ne l'a pas épargné, on va dire. Non, et ça a été dur. Ouais. Et il ne retravaillerait plus avec elle. Bah non, parce que elle aurait dû jouer dans. Enfin, lui pensait à elle pour. La garçonnière. Non, pour Kiss Me Stupid. Ah oui. Tu vois, le rôle s'y prêtait. Ouais, c'est vrai. Mais je crois qu'après, je sais plus si c'était. Et pourtant, ils ont fait un chef-d'œuvre ensemble. Et voilà. Donc là, on est en 1959 et Marilyn décédera en 1962. Donc 3 ans plus tard, à l'âge de 36 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Un truc comme ça. Je vais vous dire. Voilà, on sait d'ailleurs à quel point le tournage fut compliqué. Une certaine prise ayant, à titre d'exemple, été tournée 81 fois. Voilà. Et Marilyn a fait une fausse couche au cours de ce tournage. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc pas cool. Non, pas cool. Ouais. Non, c'est un peu. Moi, franchement, pour donner mon avis sur ce truc-là, quand tu lis les mémoires de Wilder et qu'après tu regroupes un peu avec les infos sur Marilyn, tu te dis que ouais, en effet, Wilder, c'est quand même, ça avait pas l'air d'être un mec. Quand il t'avait dans le pif, il t'avait bien dans le pif, quoi. Ouais. Et pas très cool. Et d'ailleurs, on voit une scène du tournage dans le film Blonde, qui est avec un film Netflix. Ouais. Qui est une espèce de fait un faux fantasmé sur Marilyn Monroe, où bah il y a Wilder dans le film rapidement, qui est un peu tyrannique. Oui, qui est un peu tyrannique vite fait, et qui parce que c'est la période où elle est vraiment le plus mal. Il se rendait peut-être pas compte de la détresse dans laquelle elle était. Sûr, et lui il se disait voilà, c'est une actrice, tu fais ce que je te dis de faire et puis voilà quoi. Exactement. Mais bon. Et ouais, c'est ça, c'est Hollywood. Donc là, on est à la fin de la décennie 50. On est à la fin et le prochain film. Une dernière partie, ouais. Là, voilà, et on commencera donc par La Garçonnière, film de 1960. Son dernier chef-d'œuvre. Son dernier chef-d'œuvre pour toi ? Après, c'est fini. Je pense qu'après, il aura pas fait il a fait des films cool, mais chef-d'œuvre, je pense pas. Ok, nous verrons ça. Nous verrons ça. Ouais. Nous verrons ça. On en a un paquet à revoir. Ouais. Bah, après, il reste quoi 9-10 films, hein, je pense. J'ai regardé, il reste 9 films. Ouais. Si on avait fait La Garçonnière, on aurait fait 8 films là et 8 films là. On en a fait 7, il en reste 9. D'accord, ok. Ouais. Mais bon, ça va. On passera vite sur certains qui sont vraiment. Le dernier, par exemple, il est horrible. Donc oui, c'est un remake en plus. C'est un remake de L'Emmerdeur. Donc pas horrible. grand intérêt. Voilà. Ok Zoltan, écoute, ça m'a fait bien plaisir de... Pareil, je sais que cette vidéo, les gens on a eu que des retours très positifs. Voilà. Merci beaucoup. C'est évidemment pas des vidéos qui font des centaines de milliers de vues, sans doute pour le moment. Non, mais on est content de le faire nous, ça nous fait plaisir et on voit que les gens, on a donné envie. Après, il y a toujours cette question de spoil, pas spoil quand on parle de films comme ça. Où nous on a envie de pouvoir en parler librement plutôt que de donner envie à des gens de découvrir des films qui ont 60 ans, tu vois, 70 ans. Bah, c'est pour ça qu'on vous... Voilà, là on a fait un peu plus gaffe dans cette vidéo je vais essayer dans le montage normalement j'aurais signalé les moments spoilers un peu plus. Parce que c'est vrai que l'idée c'est que vous les découvriez aussi et vous n'êtes pas supposé connaître toute la carrière de Wilder aujourd'hui. Et tous les films, Non voilà, ça paraît... Voilà. Bah en tout cas merci beaucoup si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires, qui font plaisir, des partages sur les réseaux sociaux. Voilà. Et si on a pu vous faire découvrir quelques films, franchement envie, le Gouffre Chimère, voyez-le. Oui. Là on a parlé, à part tous ceux que t'as en Blu-ray, ils étaient à voir. En vrai. Oui, voilà. En vrai oui. Non mais c'est ça, c'est ceux que t'as en Blu-ray. C'est ceux qu'on a bien aimé. Moi j'aurais rajouté Stalag 17 si je l'avais eu. Mais là vraiment, le Gouffre Chimère, Sabrina... 7 ans de réflexion, témoin à charge et certaines mêmes choses. Ça, c'est du valeurs sûres. Ça, c'est du sûr. Vous pouvez y aller. Dans des registres qui n'ont rien à voir. Et ça qui est agréable aussi. C'est ça aussi la force. Le mec, quand même, il est capable, parce que juste pour prendre un peu d'ampleur, il est capable de te balancer témoin à charge, qui est vraiment un Agatha Christie Hitchcockien hyper bien mené. Après, il enchaîne, tu vois, par certains mêmes shows, qui est une comédie un peu. C'est quoi ça, un peu screwball, on dit non Ouais, un peu, tu vois. Et juste avant, 5 ans avant ou 10 ans avant, il t'a fait le film le plus sombre de sa carrière. De l'histoire de sa carrière, c'est clair. Donc, franchement. Non, c'est pour ça que c'est l'un des plus grands, Billy Wilder. Voilà. Bon, allez, on se retrouve très vite pour la partie 3. Yes. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à David d'être venu chez moi enregistrer cette belle vidéo. Je t'en prie, c'est toujours agréable. En plus, il fait toujours chaud chez toi. Voilà, grâce au... il est petit le feu de cheminée. Il est un peu petit, Bon, voilà. On se retrouve très vite. Et d'ici la prochaine. Bonne toile. Oh putain, il l'a dit.